Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 149 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, très simplement, 8e numéro de notre top 100, la C-Lab. Donc, la C-Lab, comme d'habitude, C-Lab, top 100 du Basket Lab, top 100 participatif avec un maximum de gens et de médias différents qui viennent apporter leur contribution, bien entendu. Et puis, pour rappel, comment est-ce qu'on construit ce top 100 de 2023 ? Nous n'avons pas de top 100 déjà fait qu'on viendrait aujourd'hui vous exposer. On le construit petit à petit, ce classement. On a une playlist de joueurs, on pioche à chaque fois 5 noms différents. Chaque épisode est un line-up, une cuvée de 5 noms différents qu'on discute et qu'on vient rajouter au classement. Et donc, aujourd'hui, 8e numéro de la C-Lab, on aura à la fin un top 40. 8 x 5, a priori, ça fait 40. Et donc, aujourd'hui, pour nous aider dans cette tâche, nous recevons quelqu'un d'un média que vous connaissez, puisque c'est QI Basket. Et donc aujourd'hui, se joint à nous N5, Clément, a.k.a. N5 de QI Basket, qui donc se joint à nous et vient participer à ce grand projet qui est la C-Lab. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 8e numéro de notre top 100, la C-Lab. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour notre 8e numéro de la C-Lab, notre top 100 des joueurs de 2023. Et on reçoit pour l'occasion, vous le savez, pas mal de monde sur le podcast. Et on reçoit aujourd'hui, en particulier, quelqu'un que vous connaissez, puisque c'est N5, Clément. Comment ça va, Clément ? Ça va très bien. Très content de revenir un petit peu dans le game basket à travers le Basket Lab et ce nouveau format. C'est vrai que j'étais un petit peu absent dernièrement, mais je suis très content du coup de pouvoir m'y remettre avec toi. Ça y est, t'as un peu décuvé ou pas encore ? Eh ben, exactement, c'était exactement le temps qu'il me fallait pour décuver, voilà, à peu près 1 mois et demi. Rien n'est trop beau, bien sûr, après le titre, donc du coup, il fallait profiter un petit peu et des vacances bien méritées, bien sûr. N5, bien sûr, fan de Denver, c'est pour ça qu'on précise ça. Et bien entendu, quand tu as commencé à suivre Denver et qu'il y avait Emmanuel Mudiay et Kenneth Faried, c'est pour ça que ça fait d'autant plus plaisir aujourd'hui d'être champion NBA. Clairement, alors que tu vois, j'ai commencé à suivre Denver en étant fan de Kenneth Faried. J'ai un peu déchanté 2-3 ans après, j'ai compris un petit peu ce qui était de l'efficacité offensive et autres. Et mais voilà, Kenneth Faried a quand même une belle place dans mon cœur malgré tout. Oui, tant que c'est une place subjective, ça va. C'est ça, c'est la différence. C'est pour le style et pour les émotions. Ok, ça on accepte. Exactement. Bon bref, N5, Clément de QI Basket, bien entendu. En ce moment, c'est pas toi le plus actif de QI Basket, en même temps, comme à peu près 95% de l'équipe, d'ailleurs. Heureusement, voilà. Non, Jérémy, Azad, il y a Vincent aussi, je pense qu'ils ont balancé quelques articles très intéressants, j'en suis sûr, puisque je n'ai pas eu le temps de les lire, pour être tout à fait honnête, cet été, donc je vous enjoins à aller les lire en même temps que moi, j'irai les lire ensuite. Mais voilà, on a heureusement quelques recrues et le boss qui assure à la productivité. Et peut-être, des Twitch, des soirées preview en septembre, si tout se passe bien. On peut annoncer ça à demi-mot peut-être ? Oui. Non, on va tout faire pour comme les 2 dernières saisons. Les previews fonctionnent très bien à l'écrit. On essaye d'ajouter le Twitch pour pouvoir justement un peu aller dans les angles qu'on n'a pas forcément parlé ou autre, pour être un peu plus complet. Et non, on va s'organiser, on va tout faire pour, bien sûr, évidemment. Eh bien, on suivra ça et on mettra la pression pour que ça arrive, bien entendu. On n'en doute absolument pas. Bien entendu. Plutôt 21h d'ailleurs pour la Prime Joke Hours. Exactement. Mais bref, donc la C-Lab, magnifique jeu de mots, hein, tu as remarqué encore une fois, un superbe jeu de mots oui. pour cette saga, pour cette série. Non, mais tu es spécialiste et je crois que ça se voit. C'est la patte du Basket Lab, c'est les jeux de mots pourris.
Bon, faut pas en être fier non plus, mais bon bref. Nous sommes donc notre top 100 de 2023 avec un format que vous connaissez peut-être. Et si vous ne le connaissez pas, on a fait une playlist, enfin j'ai fait une playlist et on pioche des noms un peu au hasard à chaque fois. Et donc on construit petit à petit le classement en direct et avec vous et avec les intervenants. Et donc actuellement on a un top 35 après 7 épisodes, 7 x 5, 35 bien sûr. Avant qu'on passe à la QI du jour, d'ailleurs, sur le classement déjà existant, est-ce que tu as des remarques ou des revendications, des révoltes à faire sur le classement existant? Alors, révolte, pour l'instant, pas trop. J'ai une chose surprenante, ce qui m'a sauté aux yeux. J'ai cru voir le nom de Grant Williams, parce que moi je ne l'ai pas vu jouer cette saison. Alors je me dis, peut-être que je croyais que les minutages étaient importants. Bien sûr, c'était une petite pique envers toi et ton favoritisme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y en a plusieurs en plus, des favoritismes. Effectivement. Moi, c'est celui qui m'a le plus sauté aux yeux. Non, mais j'étais quand même content de le voir dans le classement. Après, pour être plus sérieux, je suis un petit peu plus bas que beaucoup sur Bradley Beal. Moi, j'ai Ouais. presque des velléités de le descendre, peut-être plutôt au niveau de Markkanen et Evan Mobley. Donc, de passer de la 8e ou quelques places à la 10-11e ou quelque chose comme ça. C'est peut-être un petit peu osé de ma part, mais je trouve que on fantasme un peu beaucoup le Bradley Beal d'il y a quelques saisons. Je trouve que dans l'impact au scoring, c'est beaucoup moins ça. Il y a un petit peu moins de volume aussi, et surtout, je trouve que défensivement, c'est compliqué, voire très absent. Après, on verra pour les Suns, etc. C'est autre chose, mais je trouve que ces 2 dernières années, c'est beaucoup moins impactant que ce qu'il a pu être, et je trouve qu'on oublie, enfin, on le voit toujours un petit peu trop beau. Après, peut-être c'est peut-être un petit peu osé de ma part de le descendre autant, mais voilà, c'est mon avis un petit peu par rapport au classement et la seule chose sur laquelle je pourrais un petit peu débattre. Est-ce que ce côté pas très bon en défense, scoreur à gros volume et pas hyper efficace, c'est pas justement un peu tout ce qui caractérise ce groupe de Bradley Beal, Jalen Brown et DeMar DeRozan C'est vrai. au final? C'est vrai qu'il y a de ça, très clairement. Donc, effectivement, non, après, il est dans le bon chapeau et c'est un peu le, mais tu vois, par exemple, après, c'est plus une question, moi, je trouve que c'était par rapport à Markkanen et Evan Mobley, Oui. que je trouve potentiellement au-dessus du coup dans l'impact, que ce groupe-là, en réalité. Donc, peut-être que c'est même, voilà, après, c'est peut-être une préférence de ma part, mais je trouve que potentiellement, Mobley et Markkanen apportent plus dans le jeu et impactent plus le jeu positivement que ce que peuvent faire justement Bradley Beal, Jalen Brown et DeMar DeRozan. Alors du coup, ça tombe bien, je voulais te parler d'Evan Mobley, dont on n'a pas parlé la dernière fois, mais on avait commencé aussi à en discuter la dernière fois, mais ça me dirait bien de le remonter un peu, effectivement, Evan Mobley, par rapport au fait que offensivement, il est pas génial, mais il est pas non plus handicapant du tout. Mais par contre, il y a un impact défensif qui est très grand, on l'a peut-être un peu sous-estimé. Effectivement, si ça tirait si on le remontait du coup au niveau de DeRozan, par exemple? Ouais. De quelques places? Complètement. En plus, ça le rapprocherait un peu de Rudy Gobert, et donc du coup, voilà, de ces joueurs à impact défensif first dans un autre style, malgré tout, mais je trouverais ça un peu plus cohérent, ouais. Ok, eh bien faisons comme ça. Et l'autre cas un peu toujours polarisant, c'est Jeremy Grant, qui actuellement est 30e. Ouais. Est-ce que ça te choque? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'actuellement, il est derrière des 3&D, des 3&D qui ont un peu moins de création que lui. Je sais pas à quel point est-ce qu'on est biaisé ou pas par le contexte de Portland ou pas. Moi, j'aurais tendance à le placer là. Alors après, est-ce que je suis biaisé à cause de l'expérience Denver et autres? Peut-être. Vous pourrez potentiellement me vilipender vis-à-vis de ça. Mais je suis assez d'accord sur le fait que justement, parce qu'il a un rôle d'initiateur un petit peu trop important, alors qu'il pourrait peut-être être plus fort spécialisé, en étant spécialisé. Du coup, je trouve que justement, c'est intéressant de le mettre en dessous de certains spécialistes, parce que ça démontre un peu ça, enfin, ce côté où c'est pas forcément que le volume qui prime, même si il est plutôt efficace cette année. En fait, je trouve que collectivement, c'est pas forcément efficace de l'avoir, même dans un rôle où il est efficace, mais avec autant de volume, en fait. Et oui, je pense qu'il gagnerait à être spécialiste et il gagnerait à, notamment défensivement aussi, à être vraiment dans un rôle plus défensif, plus cerné défensivement. Et du coup, je trouve que c'est bien, justement, vis-à-vis de cette année, de le mettre un petit peu en deçà de certains spécialistes 3&D. Ok,
Donc on touche pas. On touche pas. Et qui est-ce qu'on a classé la dernière fois également? Oui, Scotty Barnes, que finalement on a remonté au buzzer la dernière fois. Mais qui est quand même assez inefficace. Ça te choque pas de le voir au niveau de Tyrese Maxey et Clint Capella? Bah après, inefficace certes, mais je trouve que dans d'autres compartiments du jeu, il apporte quand même pas mal. C'est ça, ouais. Que ce soit défensivement, dans la création collective aussi, il y a des choses intéressantes. Encore plus à Toronto où on sait ça a été compliqué, c'est un des rares à ce niveau-là qui peut un petit peu apporter. Donc je trouve pas ça complètement déconnant non plus. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve que son profil est un peu à part, quoi qu'il y a Kyle Anderson aussi, mais qui est plus efficace au-dessus. Non, Ouais. je trouve qu'il est plutôt, ça me dérange pas de le voir là, en tout cas. Ça me choque pas. Ok, eh bien très bien. Tu n'as pas donc de grandes révolutions à mener, en tout cas sur le classement existant, mais sur les best of the rest, donc sur des joueurs que je n'aurais pas inclus pour l'instant dans le top 100, ou en tout cas à discuter. Donc on a déjà noté et beaucoup ont argumenté pour Trey Murphy, Franz Wagner, Josh Green, D'Angelo Russell, Cam Johnson, Markelle Fultz. Toi, je sais qu'il y avait un autre nom dont tu voulais un peu parler aujourd'hui. Ouais, moi j'étais un peu avocat de Malik Monk, qui je trouve fait une excellente saison. Alors je sais pas si ça a joué, mais certes il y a l'aspect minutage un petit peu plus faible peut-être, puisqu'il était quand même dans un rôle en sortie de banc. Malgré tout, bah on l'a vu en playoff, c'est un rôle qui s'est étendu assez largement. Ses minutes ont augmenté en playoff. Et surtout, en fait, je pense que dans l'impact, c'est un des joueurs qui a eu le plus d'impact sur la saison des Kings. Je pense que justement, si les Kings ont réussi à maintenir une offense extrêmement forte et positive, c'est aussi parce que au relais de De'Aaron Fox, il y avait Malik Monk dans un même registre. Je trouve aussi que dans le jeu, purement dans le jeu, c'est grâce au drive de De'Aaron Fox bien sûr, mais aussi de Malik Monk en très grande partie, et de la force sur pénétration de ces deux joueurs, qu'on peut avoir une viabilité aussi forte sur dribble and off avec Domantas Sabonis bien sûr, et puis Kevin Huerter, Keegan Murray, etc. Parce que justement on a cette alternance extérieure-intérieure qui est très forte, avec des joueurs très capables des deux côtés du terrain, enfin des deux côtés du terrain, des deux endroits de l'offense, autant à l'arceau que à l'extérieur, que sur le tir extérieur. Et du coup, je trouve que Malik Monk a eu un impact extrêmement fort, et je trouve que ça s'est encore plus révélé en playoff notamment, où du coup, il y avait aussi ce manque potentiel de création une fois que le DHO et Domantas Sabonis avaient été un petit peu bien cadenassés par la défense des Warriors. Il y a eu beaucoup recours à la création individuelle extérieure de De'Aaron Fox, mais aussi de Malik Monk. Et du coup, je trouve que oui, il a assez largement sa place dans le top 100 à mes yeux. Et d'ailleurs, pour l'instant, avec 35 joueurs, il finirait dans une moyenne haute, moi je trouve. Enfin, en tout cas, certainement dans une moyenne. Mais voilà. Il serait pas dernier des 35, tu veux dire? Ouais, exactement. Ok. Alors, pour t'expliquer pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis de base, parce que alors le rôle est effectivement, dès qu'il est sur le terrain, il a un rôle assez important. Mais on est sur la saison 22 minutes par match. À peine. Non, mais j'entends tout à fait. C'est clairement un peu en deçà. C'est là où ça me dérange un peu. C'est qu'il est meilleur que d'autres, mais en même temps, il a un statut qui était pas si grand que ça. Alors après, tu me diras, en playoff, c'est monté à 30 minutes par match, mais à quel point est-ce qu'on doit pondérer... Enfin, je veux pas non plus surévaluer les playoffs qui sont un échantillon tout petit par rapport à la saison régulière. Et donc, il y a ce côté petit rôle, et en plus, de l'autre côté, défense où oui, c'est un maillon faible. Donc, ça me paraissait un peu short, mais je veux bien qu'on le note, effectivement. Je te suis sur la défense, par contre, ça c'est clairement le gros point faible du joueur de toute façon. Et ce qui l'empêche peut-être justement d'avoir un peu plus de minutes. Après voilà, encore une fois, moi je soutiens vraiment l'aspect effectivement minutage en moins, mais impact vraiment très grand, je trouve, chez les Kings, et donc du coup suffisant à mon sens pour faire le cut. Oui. Peut-être qu'effectivement, 22 minutes de Malik Monk, ça vaut peut-être 30 minutes de quelqu'un d'autre, en fait. Bah, surtout, encore une fois, cette saison, je trouve, où c'était vraiment le cas, quoi. Enfin, ouais. ça peut être argumenté dans l'absolu, mais je trouve que là, par rapport à la saison des Kings, c'est assez visible pour le coup. Mais après, si tu vois, si t'enlèves Malik Monk, est-ce que vraiment les Kings sont si différents que ça? Il reste encore le jeu avec Kevin Huerter, il reste encore Sabonis. Ouais, fondamentalement, je trouve que fondamentalement, ça resterait les Kings ou quoi. Mais par exemple, tu vois, je pense qu'il y aurait potentiellement un problème sur la profondeur, etc., qu'ils ont pas eu. Je trouve que justement, en fait, c'est parce qu'il y avait Malik Monk qu'ils ont pu avoir
c'est un peu genre, comment dire, Une continuité, en fait. une continuité, et surtout ça leur permet de tout le temps appuyer sur l'accélérateur. En fait, il n'y a pas forcément de pause. Et par exemple, je trouve que les rotations justement chez les Kings étaient très intéressantes à ce niveau-là, parce qu'il y avait toujours une alternance offensive qui fonctionnait. Et ça, je trouve que Malik Monk, c'est une pièce clé là-dedans en réalité. Donc, je trouve par exemple que l'alternance, par exemple, Kevin Huerter avec De'Aaron Fox et le jeu Kevin Huerter Domantas Sabonis, il a été aussi viable parce que il durait pas si longtemps en l'absence de De'Aaron Fox, et que Malik Monk était là pour remplacer, alors que sinon on aurait peut-être vu la difficulté de ne pas avoir De'Aaron Fox, ou de pas pouvoir staguer correctement De'Aaron Fox et Domantas Sabonis, parce que je pense que par exemple Domantas Sabonis seul sans De'Aaron Fox, il y a peut-être un souci d'équilibrage sur le terrain en termes d'impact à l'arceau, et je trouve que justement Malik Monk apporte ça et rééquilibre ça, et du coup t'as une offense qui marche 100% du temps, et je trouve que c'était une des forces des Kings par rapport à cette année, et pourquoi je pense qu'ils ont eu un offensive rating aussi haut. Et je pense que tu passes potentiellement de top 5 offense à peut-être top 10, mais c'est déjà un gap qui peut te faire mal quand tu vois surtout le niveau défensif de l'équipe, quoi. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à penser que l'impact vraiment de Malik Monk a été vraiment important. Très bien, je le note, alors je rajoute à la liste Malik Monk en compagnie de Cam Johnson, Josh Green, Trey Murphy et Franz Wagner, etc. On en rediscutera, et peut-être on fera un épisode où on les classera de manière organique, et on verra du coup qui à la fin atterrit après la 100e place ou pas. On verra ça. Très bien, alors voilà pour le best of the rest et pour le classement. Donc la QV du jour d'ailleurs, que je n'ai toujours pas annoncé. Nous avons du Jaren Jackson aujourd'hui, nous avons du RJ Barrett, nous avons du Jamal Murray, que tu aimes bien, nous avons Zach Lavine, je fais déjà l'erreur dès le début, Zach Lavine, et du Keegan Murray. Petite tradition, comment est-ce que toi tu t'en es dépatouillé pour les classer d'abord les 5 entre eux, les uns par rapport aux autres? Bah déjà, je sais pas à quel point tu as pensé ces 5-là, mais je trouve que c'est un 5 en lui-même très intéressant, parce qu'il y a toujours des questions entre plusieurs qui sont vraiment intéressantes. Donc du coup, bon, je vais devoir faire le homer et défendre mon Jamal Murray en première position, même si je comprends que ça puisse être débattable, et on va certainement Même toi, débattre. t'y crois pas, là. Même toi, t'y crois pas. Si. J'y crois tout à fait, monsieur. Nous sommes champions NBA, je te le rappelle. Voilà. L'argument d'autorité suprême, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai mis Jamal Murray en première position. J'ai mis Jaren Jackson Jr. en 2, bien sûr, et deux places très proches, potentiellement. J'ai mis Zach Lavine un petit peu en dessous. Et ensuite viennent Keegan Murray et RJ Barrett, avec peut-être RJ Barrett très loin dans le classement. Voilà. Ok. Oui, on a déjà... je crois que c'est Azad peut-être qui nous disait qu'il faudrait sortir RJ Barrett du classement. Azad a une croisade personnelle contre RJ. En même temps, elle est argumentable assez facilement aussi. Oui, mais le problème c'est que c'est Azad qui fait cet argument, donc il n'y a pas la crédibilité, quoi. Mais on va en parler aujourd'hui. On va en parler sérieusement, nous, aujourd'hui. Mais fais attention, tu vas encore te faire taxer dans le Discord d'Anti-Nix primaire. Non, ça, il n'y a pas de problème. En plus, j'adore Jalen Brunson. Bref, donc oui, moi, bon, ça va être dur aujourd'hui au classement, du coup, j'ai compris. J'avais Jaren Jackson en 1 assez nettement. Je m'y attendais pas à ce Jamal Murray en 1. Ouais, il faut que je prêche ma paroisse, écoute, qu'il y ait un petit peu de débat. Oui, et puis c'est ma faute, je t'ai donné Jamal Murray, donc. Et après, j'avais même en 2 et 3, j'hésitais entre les deux, entre Lavine et Murray. Ah, mais tu vois, j'attendais que tu fasses ce comparo, et du coup, j'ai des arguments en la faveur de Jamal. Donc voilà, 2 et 3, je ne sais pas trop comment les classer. Et puis également Keegan Murray en 4 et RJ Barrett en 5, mais on va en discuter longuement sur le cas RJ Barrett, je pense. D'ailleurs, attaquons d'entrée. Allons sur Jamal Murray si tu veux bien. Je te fais le topo vite fait. 33 minutes par match pour Jamal Murray, 65 matchs en 2023 et 98 de true shooting plus, donc moins 2% par rapport à la moyenne, 98 pour aller à 100, sur un volume de 26% du date, donc plutôt bon volume mais pas superstar. Mais déjà, si on sort un peu de ces chiffres, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la saison du comeback. Ouais, retour de blessure. Du coup, il y avait forcément
des attentes à tempérer ou en tout cas à évaluer différemment. À mon sens, on l'a vu dans les premiers mois de saison, c'était un vrai retour de blessure, c'est-à-dire qu'il y a des hauts, des bas, un peu d'irrégularité. Et ensuite, finalement, même toute une ESR quand même, on va dire, avec des essais. Pour moi, il y a vraiment eu beaucoup d'essais du côté de Jamal dans ce qu'il faisait, même sur le terrain, etc. Il y a eu pas mal de choses. Avec une chose vraiment, moi, qui prime cette année, qui était déjà un petit peu vue avant sa blessure, mais qui se reconfirmait, c'est à mon sens vraiment une capacité de playmaking quand même augmentée et un bien meilleur sens du jeu, de la passe avec des lectures un petit peu plus fines et complexes, sans être forcément ultra élite, mais quand même un niveau de playmaking qui affleure mieux, là où son scoring a été plus capricieux et peut-être un petit peu moins efficace cette année. Oui, c'est une manière diplomatique de le dire, effectivement. Mais non, bah alors, au-delà du côté retour de blessure, on a vu qu'il y avait apparemment pas trop de problèmes, hein. Il n'y a pas de séquelles, je veux dire, de ces blessures. On a retrouvé un bon Jamal Murray. Il y a eu quelques alertes sur les genoux. Oui, il a surcompensé un moment, certainement sur l'autre jambe, et il avait des douleurs dans le genou, dans l'autre jambe. On a un peu flippé, je t'avoue, à un moment en décembre, janvier, il me semble. Néanmoins, ouais, au global, ça a fini par tenir, et puis oui, en fait, ça allait. Mais voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est effectivement, on a retrouvé le Jamal Murray d'avant la blessure, en termes de niveau de jeu, je pense, au final. Donc c'est assez intéressant, mais du coup, ça pose toujours aussi le dilemme avec Jamal Murray de qu'est-ce qu'on fait de cette différence entre playoff et saison régulière, en fait. C'est toujours un peu le truc, surtout aujourd'hui, dans un exercice comme celui d'aujourd'hui où j'ai pas non plus envie d'oublier les playoffs parce que ça fait quand même partie de la saison. Et en même temps, j'ai pas non plus envie de leur donner trop d'importance. Et le problème, c'est qu'on a une vraie différence, c'est-à-dire que, on a dit, moins efficace que la moyenne au niveau de la saison régulière, moins de 2% par rapport à la moyenne. En playoff, on est à 104, donc plus 4% par rapport à la moyenne. Une moyenne qui, d'ailleurs, c'est plus difficile aussi de scorer en playoff, donc c'est peut-être d'autant plus impressionnant. Et c'est là-dessus où je sais, ça va être difficile de gérer ça. Je pense que c'est un peu comme le cas de Russell Westbrook où on avait d'un côté la période Lakers où il faisait pas partie du top 100 et la période Clippers où il peut faire partie du top 100 mais sur 20 matchs. On n'est peut-être pas autant avec Jamal Murray, mais il y a un peu cette différence entre les deux et je sais pas trop comment m'en dépatouiller parce qu'au final on n'a pas un scoreur si efficace que ça sur la majorité de la temporalité de la saison, on va dire, et que même, tu vois, en termes de créateur, alors je sais pas comment toi tu te positionnes, mais pour moi, c'est pas un chapeau 1 créateur et initiateur offensif, mais je suis même pas sûr de le mettre chapeau 2, peut-être. Je sais pas, ça dépend à quel point on fait des grands chapeaux. C'est comme tu le dis, c'est toujours la problématique de variance entre le plus bas niveau et son plus haut et trouver une moyenne là-dedans et savoir quel est son véritable niveau. Là où moi j'argumenterais en faveur de peut-être le voir à la hausse, et c'est ce que j'ai fait, tu te doutes bien, en le mettant premier de mon classement dans les 5. Bien sûr. C'est qu'il y a un historique, c'est-à-dire que ce n'est pas justement sur un an, mais c'est une récurrence, et que donc je pense qu'en fait il a des capacités qui n'a pas forcément besoin en fait de mettre en œuvre en SR, en saison régulière. Et surtout, moi justement, j'étais assez curieux de cette saison-là vis-à-vis de ça. Et je trouve par exemple qu'en saison régulière, il a beaucoup tenté de choses sur son footwork. Il a des mouvements un petit peu différents. Alors qu'il avait déjà commencé à travailler les saisons d'avant, mais avec une blessure entre les deux aussi forte que les ligaments croisés, il faut se remettre en jambes, etc. Mais par exemple, il y a beaucoup de runners en s'éloignant du panier sur les côtés du panier, à droite ou à gauche. C'est des choses qui sont c'est des tirs très compliqués. Alors c'est peut-être aussi pour ça que on peut le critiquer, c'est que certainement il y a une tendance à prendre des shoots un petit peu plus complexes que ce qu'ils pourraient être. Et en même temps, en fait, ça le sert totalement en play-off parce que du coup, c'est par exemple fondamentalement et plus structurellement dans le jeu, un joueur qui, en termes de shoot, est peut-être un des meilleurs shooters de la ligue, je pense, déjà sur le pull-up. C'est un des meilleurs sur le pull-up dans la ligue. J'avais vu pour 3 pull-up à l'extérieur de moyenne, enfin de minimum par match, il fait partie du top 5 en pourcentage, que ce soit SR ou playoff, ça peu importe, c'est à chaque fois le même, avec 39,3% en pull-up. Donc ça, c'est ce qui fait son jeu offensif premièrement. Et ensuite, surtout, moi je trouve que c'est un shooter off-ball en mouvement et surtout sur un footwork extrêmement diversifié. Il arrive à monter sur son shoot très rapidement, etc.
Et je pense que ça le dessert en SR parce que il essaye énormément de choses et la contrepartie, c'est parce qu'il peut le faire. Je pense que c'est un joueur qui est assez intelligent pour se remettre en question, etc. Et je pense que c'est parce qu'on a une marge très claire avec Denver en saison régulière grâce à Nikola Jokic, bien évidemment, et un roster maintenant qui est vraiment dans un très haut niveau quand même au global. Et du coup, je pense que il y a beaucoup ça. Et en fait, en playoff, on le voit beaucoup plus propre finalement. Moi, il y a plein de choses qu'il essayait en SR dont j'avais peur en playoff, qui tente, etc. et qui finalement ne faisait plus partie de son jeu ou alors à la marge et dans des situations un petit peu extrêmes, mais finalement où on le voyait rentrer des shoots plus difficiles. Donc c'est pour ça aussi que j'ai osé débattre et prendre le parti d'un Jamal Murray un petit peu sur la hausse et plus du côté playoff de la force. Après, j'entends que on puisse se poser des questions du coup sur sa saison régulière, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté d'expérimentation pendant la saison régulière et du coup pour pouvoir justement après faire des choses en playoff un petit peu plus fortes, quoi. Bah, c'est vrai que c'est un peu la force de son profil, c'est que en effet sur la création directe et frontale, il est pas aussi bon que d'autres. Tu vois, pour moi, il est largement en dessous des Devin Booker, de Donovan Mitchell, etc. D'ailleurs, bon, bah, tu vois, ne serait-ce que sur Drive, sur l'efficacité sur Drive, il a à peine à 1,08 points par tir sur Drive. C'est 51e sur 64 parmi les drivers à plutôt bon volume de plus 8 par match. 51e sur 64, c'est en dessous de Fred VanVleet et CJ McCollum, et juste au-dessus au niveau de Chris Paul, Westbrook, Jaden Ivey, Dejounte Murray. Bon, on est plutôt sur la fin, on va dire. Mais c'est vrai que la force de son profil, c'est que sur cet aspect-là, on n'a pas le côté scoring implacable ou le côté manipulation de défense, passing de haut niveau, mais la force, c'est cette polyvalence en fait. Une polyvalence qui fait que il tourne autour de Jokic, et sans doute peut-être qu'on sous-estime en un sens à quel point est-ce que ça se fait d'être à ce point un joueur sans ballon sur des dribble and off, et à quel point on sous-estime aussi certains automatismes qui ne viennent pas comme ça en claquant des doigts. C'est pas, tu te dis je mets Trae Young à côté de Jokic et d'un coup il va y avoir les mêmes automatismes et le même jeu sans ballon. Donc là-dessus c'est aussi à mettre à son crédit, je pense, mais du coup en un sens c'est aussi ce qui me dérange un peu, c'est que on n'est pas totalement sur un registre de création pure. On est sur quelqu'un qui joue beaucoup à côté de Jokic et donc un peu sans ballon, même si c'est pas du sans ballon très facile tout le temps, mais et pourtant on n'a pas une efficacité qui est si bonne que ça. C'est aussi ça qui me dérange un peu en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends tout à fait. Et en même temps, enfin, on n'a pas. Enfin, le truc c'est que c'est pas comme s'il y avait pas. Enfin, encore une fois, dans les playoffs et à chaque playoff depuis sa saison rookie d'ailleurs, en fait, on a cette efficacité très très bonne. Ouais. Et du coup, c'est pas comme si c'était une moyenne où finalement, dans l'ensemble, il est pas efficace ou quoi. C'est qu'il y a vraiment deux polarités avec l'ASR où il n'est pas efficace et les playoffs où il l'est complètement. Et en fait, c'est là où je peux argumenter et débattre à mon sens de la théorie un peu du switch, enfin de l'interrupteur, pour le traduire, parce que sinon il y a le problème de switch défensif et ça c'est un autre tout un autre domaine, où vraiment en fait je pense que Jamal, et tu l'as parfaitement dit dans la polyvalence, etc., en fait c'est un joueur qui est capable justement d'être extrêmement efficace, et que s'il le fait, à mon sens, s'il le fait pas en serre, c'est qu'il y a vraiment cette idée d'expérimentation et qu'il le sert au final, parce que quand justement en fait il est là pour quand il doit cleaner son jeu, être beaucoup plus synthétique dans ce qu'il apporte offensivement et faire les bons choix, etc., il les fait. Nettoyer. Il y a quand même une notion de shot-making, tough shot-making qui rentre en jeu. C'est quand même un joueur qui est capable de le faire également. Après, je te suis sur la création pure, vraiment individuelle, dans le scoring, où je suis d'accord avec toi, je le mets en dessous des Booker, Mitchell, même Zach LaVine, tu vois, je trouve qu'en termes de scoring pur, qui est aussi dans ma liste, je trouve que potentiellement c'est des joueurs plus propres, plus incisifs et plus efficaces. Mais à côté de ça, c'est un joueur qui est plus complet, tu l'as dit, donc off-ball. Mais je trouve que dans le playmaking, tout à l'heure tu disais, je le mets peut-être même pas dans le chapeau 2. J'aurais compris avant cette saison, potentiellement. Je trouve que justement, un des apports de cette saison, c'est de voir que Murray est bien meilleur playmaker qu'avant, je trouve. Oui. Alors, je suis d'accord avec toi où c'est pas la manipulation pure vraiment de la défense ou réussir à
par ton action vraiment totalement décalée, etc., créer un décalage qui se répercute dans la défense ou quoi. Néanmoins, je trouve que sa vision et sa capacité de passe a vraiment évolué cette année. Je trouve aussi que en termes de réflexion dans le jeu et de réussir à poser le jeu, amener la balle là où elle doit être pour ensuite faire un renversement ou quoi, c'est quelque chose qui a vraiment affleuré cette année et qui est bien meilleur dans son jeu actuellement. Il est beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus intelligent au global dans les possessions. Quand il fait pas trop de hero ball, ça peut lui arriver de temps en temps de péter un câble, mais là encore, je trouve qu'il a corrigé ça, notamment dans les playoffs où on l'a vu dans les 2 premiers matchs face aux Suns, et ensuite il a réussi à corriger le tir. Et je trouve que ça, c'est aussi une de ses qualités, c'est de réussir à être assez critique sur lui-même pour avancer vis-à-vis de ça. Et je trouve qu'on reste pas avec un joueur qui a les mêmes défauts constants et qui souvent évolue. Et du coup, on l'a vu par exemple notamment face aux Heat, où il y avait énormément de schémas défensifs différents qui ont été jetés sur lui. Et il y a une intelligence de jeu et à ce niveau-là sur le passing et autres, et notamment je crois que c'est le 3e ou 4e match, le 3e match il me semble, où il y a beaucoup de prises à 2, de blitz et de trappes très hautes sur lui pour l'empêcher de faire la première passe, et où il arrive à décaler la prise à 2 ou les 2 joueurs, l'assignement défensif pour s'ouvrir le terrain, faire la bonne passe de manière très très simple, sans turnover, et qui est vraiment être à mettre à son crédit cette année, où je trouve que sans être dans le chapeau 1, comme tu disais, des créateurs collectifs, je pense qu'il a vraiment percé le cap du chapeau 2 et qu'il est vraiment quand même dans une sphère haute à ce niveau-là. Oui. Alors après, je disais ça pas que sur le côté création, mais sur le côté un peu go-to guy ou Ouais. tu vois, en incluant le scoring, si on dit le chapeau 1, c'est genre Luka Doncic, Nikola Jokic, et le chapeau 2, c'est peut-être des, je sais pas, mais justement des Donovan Mitchell, Booker ou ce genre de trucs. Pour moi, il toque à la porte de ce chapeau, effectivement. Donc ça dépend à quel point on prend des grands chapeaux. Est-ce qu'on veut des trucs qui protègent bien du soleil ou pas? Mais, mais non, mais effectivement, mais c'est aussi, c'est toute l'ambiguïté, je sais pas, mais c'est la dualité de son profil, c'est-à-dire qui peut aussi très bien être sans ballon et se combiner avec d'autres, et on aime beaucoup, et qui peut aussi, à d'autres moments, comme tu dis, un peu faire du hero ball. Mais même dans le hero ball, il y a aussi des résultats très bons et très mauvais, parfois. Donc on a un peu ça, quoi. Et tu vois, si on essaye un peu de décorréler ces chiffres de Nikola Jokic, je sais pas si je vais y arriver en quelques clics, mais déjà en termes de offensive rating, quand il n'y a pas Nikola Jokic sur le terrain et que l'attaque est portée par Jamal Murray, on est à 110 d'offensive rating, ce qui est quand même assez bas par rapport à d'autres. Bon, je cite pas les stats que avec Nikola Jokic parce que on est sur des hauteurs, mais c'est pas le même type de joueur évidemment. Mais tu vois, il y a d'autres profils offensifs où quand il y a que sur le terrain en tant que leader de l'attaque, il y a quand même des résultats qui sont un peu mieux que ça. Là, c'est pas trop. Voilà, c'est pas hyper impressionnant pour Jamal Murray, mais en même temps, voilà. Bon, bref, on peut s'éterniser. En même temps, je trouve que c'est de ça dont souffre Jamal principalement, c'est de ne pas pouvoir faire la comparaison avec ce genre de joueur dans le contexte. Oui. Tout simplement parce qu'en fait, on ne l'a pas sans Jokic. Et alors les chiffres sont les chiffres, je les argumente pas, et je suis assez d'accord pour dire que du coup, sans Jokic, avec Jamal en créateur premier, l'équipe galère. Après, c'est souvent des line-up où il y a les seconds couteaux, etc. Et où donc, du coup, c'est quand même aussi plus compliqué de travailler, très clairement. Après, voilà, c'est encore une fois, c'est effectivement, on n'a pas la version de Jamal sans Jokic, on n'a pas la version de Jamal comme initiateur principal. Est-ce que ce serait la même, etc. Peut-être pas. Est-ce que ce serait aussi fort que des Donovan Mitchell, des Devin Booker, etc. Peut-être pas. Et en même temps, en fait, je trouve qu'il apporte d'autres choses aussi que ces joueurs-là n'apportent pas. Je trouve que, par exemple, dans le off-ball, alors Devin Booker, très très bon. Mais par exemple, par rapport à un Donovan Mitchell, off-ball et dans le playmaking, je trouve qu'il y a un cap au-dessus, en fait, que ce joueur-là. Et effectivement, c'est peut-être des critères et des choses qu'on a tendance à argumenter qui sont un petit peu moins importants. Je trouve que ça peut être tout aussi important, ou je trouve qu'en tout cas, c'est à mettre au crédit de Jamal, et ça peut potentiellement le mettre au niveau de ces joueurs-là. Voilà. Autre petite chose juste avant le classement, parce qu'il faut que je le note aussi, parce que c'était une de mes critiques principales vis-à-vis du joueur, et je l'ai fait, et certains sur Twitch s'en souviendront. Défensivement, c'est aussi un joueur qui est plus solide que ce qu'on peut penser, qui peut être plus solide que ce qu'on peut penser. Encore une fois, en saison régulière, etc., je pense qu'il y a une gestion au niveau cardio, au niveau effort, au niveau tout ce que vous voulez.
Mais dans les playoffs, moi, qui m'a vraiment impressionné, notamment aussi, c'est un joueur qui est assez intelligent pour gérer très très bien les rotations. On a une défense collective à Denver qui est vraiment dans la rotation, etc. derrière, avec énormément de mouvements, et donc il faut savoir se placer, savoir y aller, quand y aller, être dans le timing, se communiquer aussi beaucoup. C'est quelque chose qui est difficile à faire et dont certains n'y arrivent jamais. Et je pense à Zach LaVine, on en parlera tout à l'heure. C'est un des gros problèmes défensifs. Et là-dessus, Jamal Murray est plutôt bon, voire très bon. Et je trouve que sur l'homme et dans l'intelligence, il a montré des très très belles choses en playoff. Alors ça le met pas dans un tiers défensif supérieur, mais par contre ça le met dans un tiers défensif correct plus, ce que les joueurs de son profil et dans lequel on le met en concurrence avec, des fois manquent. Voilà. Je sens que tu prépares le terrain, là. Je sens que tu prépares le terrain. Il faut que je mette en place mes billes. Et alors, du coup, j'imagine, où est-ce que tu le projettes, classement? Moi, je le mets dans le tiers des, Mitchell, Paul George, Trayon Garden. Je l'ai mis dans ce tiers-là. Ok. Très bien. Qui est certainement un peu haut pour toi. Qui est un peu haut pour moi. Je me demande à quel point est-ce que tu fais pas exprès de me le survendre pour que je... Par rapport à ta vraie position, comme ça je suis obligé de couper la poire en deux. Ma stratégie est éventée. Non, alors j'ai du mal à le voir dépasser moi Rudy Gobert. Honnêtement. Ok. Je l'avais même derrière un peu le groupe de DeRozan, Jalen Brown, Bradley Beal. Mais effectivement, si quand même s'il n'y avait pas eu les playoffs, j'aurais peut-être insisté pour le mettre là. Je veux bien le faire passer. Ah, j'entends. Mais j'entends tout à fait, tu vois. Par contre, vraiment, pour moi, c'est un no-go. Il peut pas être derrière Bradley Beal, c'est pas possible. Non, dans l'impact, dans la polyvalence, c'est vraiment un tiers au-dessus, et je pense que c'est ça qui fait sa valeur aussi. Oui, disons que si on avait eu la grosse saison de Bradley Beal il y a 2 ans, il y aurait peut-être débat, même. Oui. Ou alors Bradley Beal, on trancherait pour Beal, mais là, on n'a pas une saison efficace, pas le bon contexte, pas bonne défense. Ouais, ok. Ça me va à peu près. Ça me va, ok. Non, en vrai, ça me va. Mais je l'imaginais pas aller titiller des Paul George ou Mitchell, et même Gobert, ouais. Ok, bah faisons comme ça alors. Okay. Bon, bah c'est plutôt pas mal, c'est pas battu. Je m'attendais à ce que tu le mettes derrière Kawhi Leonard, en fait, c'est pour ça que je me dis... Non, t'abuses. Tu me fais passer pour vraiment le pire des homers, alors que quand même j'ai une limite. Je m'attendais à genre... Ouais, alors Tatum, il a pas été en finale, donc Jamal Murray... Non, je me garderai de ça malgré tout. Tu es fan, mais tu es tout de même... On te connaît comme analyste pertinent de toute façon. J'espère. Tu n'es que un peu de mauvaise foi. Ça va, je me suis tenu, tu vois. Bref, donc petit quiz pour finir, vu que tu m'as dit que tu as écouté déjà un ou deux épisodes, donc tu sais que ça arrive. Contrairement aux ceux d'avant qui ont enregistré sans pouvoir écouter et qui étaient surpris à chaque fois par les quiz. Non, ça va, j'ai pu un peu me préparer psychologiquement, effectivement. Donc, nous sommes le 22 mai 2023. Okay. C'est le style pour aller en finale NBA. Est-ce que tu te souviens de cette action ? Je pense que oui. Match 4 de la série contre les Lakers. La dernière action, match très serré avec LeBron James qui va au panier pour tenter de passer devant ou d'égaliser, je ne sais plus. Et là, qui c'est qui l'intercepte ? C'est Jamal Murray. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette interception qui propulse Denver en finale ? Déjà, il y a Aaron Gordon à côté de lui qui tente la même interception. LeBron, bien sûr. Donc, il y a Nikola Jokic. Oui. Il y a KCP. Oui. Bruce Brown ? Non, pas Bruce Brown. Non, je me suis dit, est-ce que tu m'as mis l'action parce qu'il y a Jeff Green sur le terrain ? Mais non, je pense pas. Non, c'est un autre spécialiste défensif. Mais un grand défenseur. Attends, mais qui j'ai dit ? Jokic, Aaron Gordon, Jamal Murray, KCP, Michael Porter Jr. Exactement. Pour une possession défensive, il a mis le spécialiste. Mais tu dis ça, mais Michael Porter Jr. n'est pas fait cibler autant que ça en playoff parce qu'il était plutôt viable en vérité. Tout à fait, il y a d'ailleurs une très belle action sur LeBron. Je sais pas quand est-ce que tu feras Michael Porter Jr., mais peut-être ce sera son highlight où vraiment il est sur LeBron et LeBron met une grosse patate dans la planche et c'est nul à chier. Et voilà. Donc du côté des Lakers, Anthony Davis. Oui. LeBron James. Il doit y avoir Austin Reeves. Oui, tout à fait. Si je te dis le nouveau Kawhi Leonard, à l'époque de sa draft, il y a des consultants qui bossaient pas beaucoup, qui l'avaient comparé au nouveau Kawhi Leonard. Un consultant qui a jamais voulu travailler en vrai. Hein. D'ailleurs, actuellement, il est coach de Portland après avoir fait à peine une seule année d'assistant. Ça m'embrouille plus que...
une révélation de cette série, on va dire. Ou des playoffs même. Des playoffs, mais qui a bien défendu sur Jokic sur cette série-là. On a dit. Rui Hachimura ? Exactement, Rui Hachimura, le nouveau Kawhi Leonard pour Chauncey Billups. Je savais, j'avais pas la ref sur la draft et tout, mais ok, d'accord, oui, osé comme comparatif. Oui, Chauncey Billups, mais excellent joueur. Et on s'arrêtera là. Voilà, on s'arrêtera là. Mais bonne série de Rui au Oui, préalable. tout à fait, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a... Et il te manque un dernier. Ce n'est pas le chat de Schrödinger, c'est le chat de Schroeder. Exactement. Ah oui, très bon indice. Alors, j'ai été vraiment aidé. Enfin d'ailleurs, du coup pour Schroeder, il n'y a pas de chat, hein, mais c'est juste que c'est un jeu de mots tout à fait pourri sur le nom. Qui m'a fait vraiment trouver d'un coup. Oui, Schroeder, bien sûr, qui a été plutôt bon défensivement en plus sur la série, dans le harcèlement au large de Jamal. Mais ouais. Non, comme il n'a pas de shoot, je crois qu'il a signé aux Raptors, si je ne dis pas de bêtises, cette intersaison. c'est pour compenser Gary Trent Jr. Tout à fait. Donc avançons au deuxième joueur du jour. On peut aller sur Keegan Murray si tu veux bien, si ça te va. 30 minutes par match pour Keegan Murray, 80 matchs, grosse présence, 103 de true shooting plus sur un usage et un volume assez modeste de 16% à peine. C'est vrai que pour te lancer, on a affaire à un rookie, mais qui a en fait déjà été un élément important d'une équipe compétente. Complètement, un joueur spécialiste, donc de fin de chaîne, on peut le dire quand même au global, qui joue beaucoup sur son shoot extérieur, mais à raison, 41,1% sur plus de 6 tentatives par match à 3 points, qui a été excellent en fait dans ce rôle-là, alors qui est magnifié aussi par le jeu de Sacramento, mais je trouve que du coup la draft au fit qui a été décriée en début d'année était plutôt bonne pour le coup. Beaucoup de jeux en end-off avec Domantas Sabonis, bien sûr. On va pas refaire le style de Sacramento ici. Mais c'est le second joueur sur EFG sur end-off, 61,9%. Il finit ses actions sur end-off sur un minimum de 100 possessions. End-off, c'est les jeux de main à main. Donc, un joueur vraiment parfaitement dans le moule de cette équipe, avec beaucoup de 3 points et beaucoup de 3 points ouverts. Il y en a 46,9% de ces 3 points ouverts, j'ai été voir. Oui. Alors effectivement, du coup, on peut forcément se poser la question du rôle limité, notamment, son offense, c'est aussi 60% de catch and shoot. Donc encore une fois, vraiment un joueur de fin de chaîne. Mais un joueur de fin de chaîne à ce niveau-là d'efficacité, ça devient un excellent joueur, moi, de fait. D'autant plus que après, défensivement, là où c'était peut-être un point d'interrogation, comme tout rookie qui arrive dans la ligue, il y a des choses intéressantes. Au global, il y a quand même des erreurs, des rookie mistakes, bien sûr, et des petites choses à peaufiner potentiellement, mais je trouve un apport plutôt correct. Et du coup, l'un dans l'autre, ça en fait un joueur plutôt valuable pour ces Kings-là. Oui, je suis assez d'accord. Et effectivement, on avait un peu cette interrogation de un joueur qui est drafté relativement vieux, entre guillemets vieux, parce qu'il est quand même beaucoup plus jeune que nous, qui est drafté assez vieux, entre guillemets. Donc on se dit peut-être pas autant de marge de progression que des plus jeunes, mais en fait il est drafté vieux, mais il est déjà plus proche d'être un produit fini et déjà compétent en fait. Donc il y a aussi cet avantage, et on a vu qu'effectivement il s'est inséré parfaitement dans un collectif compétent, et il avait sa place. Je pense qu'on est sur un top 5 joueurs de Sacramento, top 5-6 on va dire, peut-être si on inclut Malik Monk, mais voilà, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'on a un peu plus que le 3&D classique pour le coup, parce qu'il y a quand même un peu de mouvement dans son shoot parfois. Alors comme tu dis, il y a beaucoup de fois il est dans un fauteuil, et donc voilà, ce n'est que du spacing. Il y a aussi des fois où il y a un peu plus, il y a du shoot en mouvement, il y a des sorties d'écran parfois, comme tu as parlé des dribble and off aussi, qui apportent aussi un peu de synergie. Donc il y a cet aspect là, il y a l'efficacité au niveau des 3 points dont tu as parlé, qui est de très bon niveau. Après, c'est vrai qu'on va vite arriver à des limitations, mais qui sont des limitations de rôle en fait. C'est-à-dire, il n'est pas du tout passeur, parce que c'est pas son rôle, et c'est pas ses qualités non plus. Très limité là-dessus. Ça va pas être un créateur. Ça va juste être un joueur qui fait un peu tourner la balle de manière non notable, on va dire. Qui fait la passe simple.
Et même, c'est vrai qu'au niveau des drives aussi, on a certaines limitations, pour le coup, alors qu'on a un beau spécimen physique, mais pas si vertical que ça, pas si explosif que ça en fin de drive, et ça se voit au niveau de son efficacité, qui est plutôt pas mal, mais pas non plus génial, et surtout au niveau de son taux de lancer franc. Je sais pas si tu as noté ça. Il a un free throw rate plus, donc ajusté à la moyenne, de 39. Donc c'est-à-dire qu'il est 60% moins provocateur de faute que la moyenne NBA. C'est quand même pas mal, quoi. Oui, clairement. Après, tu vois, à côté de ça, je trouve, et tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, et je pense que l'âge, le drafté avec cet âge-là aussi, ça aide certainement là-dedans. C'est un joueur que je trouve assez intelligent, discipliné, donc qui rentre dans son rôle, donc qui n'en sort pas aussi. Hein, c'est aussi la limitation, mais ce qui est plutôt bien puisque c'est un rôle assez défini, etc. En même temps, je trouve que, tu vois, il y a pas de passe, etc. Mais et là, on anticipe un petit peu, et ça sort un petit peu de l'épisode, mais je pense que c'est un joueur que tu peux potentiellement imaginer à terme comme un peu plus connecteur. Alors peut-être pas le connecteur ultime ou quoi, mais qui est assez intelligent pour faire le bon choix. Je trouve notamment dans ses dribble and off, etc. Quand il commence à poser quelques dribbles, justement, il va pas sur-dribbler, il va pas driver et s'enfermer pour rien. Il a tendance à prendre la bonne décision. Et même, tu parlais de shoot en mouvement. Je trouve que sur ces shoots en mouvement aussi, c'est assez visible où il fait le mouvement qu'il faut. Il va pas faire trop ni moins, et il se met vraiment dans le bon rythme, etc. Et je trouve que au global, c'est un joueur qui voit plutôt pas trop mal le jeu. J'ai pas trop souvenir, tu sais, de le voir vraiment dans le mauvais spot au mauvais moment, ou dans le mauvais rythme ou autre. Et pour un rookie, en fait, je trouve que c'est notable parce que c'est souvent les problématiques des rookies, à raison. Enfin, c'est logique. Et je trouve que là-dessus, il est vraiment remarquable parce que justement, il s'insère parfaitement là-dedans. Et je trouve aussi, par exemple, que, encore une fois, on sort peut-être un petit peu de l'exercice, mais je trouve par exemple son dribble et par rapport au drive et autres, je trouve que c'est pas un dribble dégueulasse. Alors il a ce problème d'explosivité au cercle et autres, mais je trouve que il y a peut-être voilà un petit peu de marge de progression au-delà de ce rôle limité. Alors à voir comment les Kings le géreront ou quoi. Mais du coup ça dessine les contours d'un joueur qui est plutôt voilà très valuable. D'autant plus que encore une fois défensivement, je trouve encore une fois qu'il est pas c'est pas trop une liability. Je sais plus comment le dire. Il est pas une faiblesse, on va dire. C'est pas un maillon faible. C'est ça, c'est pas une faiblesse. Il est correct. Et même peut-être intéressant dans ce rôle-là, par rapport à son envergure et à sa taille, il y a pas mal de chase down block, ou il se fait un petit peu avoir sur son premier pas, ou même sur un pick and roll, ou sur un écran, un flare screen ou autre, et il va pouvoir réussir en fait à récupérer derrière en poursuivant le joueur et en faisant un compte par derrière. Il est plutôt pas mal dans l'exercice aussi. Donc il y a des choses intéressantes à ce niveau-là, et donc du coup c'est un joueur quand même assez solide finalement. Oui. Je pense que il y a un peu un fantasme, je sais pas, mais un désir de se dire ça va être un défenseur d'aile très très puissant et de très bon niveau. Je pense qu'on est plutôt sur un profil un peu plus défensif, un peu différent, c'est-à-dire qu'il a la taille, mais pas totalement une vitesse latérale exceptionnelle ou une puissance. Ou voilà, je pense qu'il peut se faire un peu enfoncer par des gros ailiers justement. Mais l'intérêt, c'est qu'il est plutôt mobile sur tout ce qui est aller à travers des écrans sur des plus petits. Et comme tu dis, il contre des plus petits, il peut faire parler un peu son avantage de taille, du coup. C'est ça qui est intéressant, c'est que si l'arrière ou le meneur commence un peu à le dépasser, oui, il va pas être aussi rapide, mais il a les centimètres pour se rattraper un peu derrière. Donc c'est un profil assez intéressant défensivement. Complètement. La petite chose que je pourrais ajouter juste, c'est par rapport à, c'était pour rebondir aussi sur l'aspect, peut-être ça manque un peu de physique, etc. Je trouve aussi qu'au rebond, c'est un petit peu faible. Je trouve que si c'est pas du tout cuit, j'ai tendance à trouver que dans les batailles au rebond, il se fait un petit peu manger. Et c'est physiquement, oui, je le trouve plus proche d'un 2-3 qu'un 3-4 finalement. Malgré sa taille et une grande envergure, donc c'était pour abonder dans ton sens et ajouter un petit peu l'aspect faiblesse au rebond que je trouvais. Voilà. Et donc, classement, dans quelle zone on projette Keegan Murray? Je l'ai forcément projeté dans la fin du classement. Alors, moi je le trouvais aux alentours de Bogdanovic, Hayward, Buddy Hield. Oui. Après, j'ai une petite faiblesse vis-à-vis de ces trois noms, c'est que j'ai pas du tout vu Buddy Hield jouer. Cette année, j'ai vu 0 match des Pacers.
Je sais que c'est un blasphème que de le dire ici, alors que Tyrese Haliburton officie dans l'Indiana. Tout à fait. Mais, Et sur le Basket Lab. mais je dois être honnête. Donc du coup, je saurais pas trop le mettre vis-à-vis de lui, qui a un rôle de shooter aussi, en mouvement, sortie d'écran, off-ball beaucoup. Mais du coup, je te laisserai peut-être me dire. Après, moi, par rapport à Hayward et Bogdanovic, je peux le voir entre les deux ou même au-dessus potentiellement. Je dois te dire que ouais, je suis un peu dans la même zone aussi. Bon, il y a le cas Westbrook, je pense qu'il faut l'oublier, Westbrook, en fait. Il faut pas trop. On peut pas comparer. Ah, j'ai mis une parenthèse sur celui-là, je savais Ouais, pas. voilà. Je me suis dit, je vais pas le tenter. Exactement. Mais alors, du coup, peut-être pour comparer sur des joueurs qui sont là, non pas pour des saisons complètement qui partent dans les deux sens, mais tu vois, c'est vrai que par rapport à Quentin Grimes, tu mettais quand même Grimes au-dessus pour le côté peut-être connecteur avant connecteur, tout. ouais. Ouais. Je trouve que du coup, il y a quand même un apport collectif plus important. Peut-être défensivement aussi, c'est quelque chose qui est sous-estimé souvent, on n'y pense pas forcément, mais je trouve que collectivement aussi, Quentin Grimes apporte certainement plus que Murray peut apporter de ce côté-là du terrain. Du coup, je trouve que les deux en eux-mêmes, je trouve que ça dessine un cap assez clair pour moi. D'accord, ok. Ben, on peut le mettre là alors. On peut le mettre là. Au-dessus ou en dessous de Bogdanovic alors? Moi, j'aurais tendance à le mettre au-dessus. Ok. Parce que je pense que le shoot en mouvement, beaucoup, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu plus de plafond à ce niveau-là. Ça marche. Ça me va tout à fait. Ok, bah très bien. Très bien pour le classement. Et donc, petit quiz pour terminer. Ah oui, alors celui-là, t'as eu le quiz facile avec Denver Lakers. Hein, c'était pour toi, oui, c'était fait pour toi. C'est pour te mettre en jambe. Maintenant, on a un quiz un peu plus dur. Quoi qu'il y a encore Denver. Il y a encore Denver, mais plus dur. Nous sommes le 9 avril 2023. Donc, la date est importante. 9 avril, juste à la fin de saison. Et c'est un dunk de Keegan Murray sur quelqu'un de Denver. Je ne te dis pas qui, bien entendu. Est-ce que tu t'en souviens ou pas de ce poster dunk? Mais en tout cas, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain le 9 avril 2023? Alors du côté Kings, est-ce qu'on a Sabonis? Non, pas sur le terrain. Alors si on n'a pas Sabonis, on a peut-être qui est Nemias Queta? Non plus. Trey Lyles? Non plus. Ah oui, d'accord. Alex Len? Exactement, Alex Len est sur le terrain. En plus, j'ai eu un doute, je me suis dit, attends, je vais dire une connerie, Alex Len, il est encore aux Kings. Est-ce qu'on a De'Aaron Fox? Non. Malik Monk? Non. Werther est lié, oui, effectivement. Werther. Qui est-ce qu'il y a d'autres aux Kings? Il y a quelqu'un qui est arrivé depuis Brooklyn, qui est un 3&D, qu'on pensait qu'il jouerait un peu plus. Moi je l'aime beaucoup, il était dans ma All-Star Team. Ça ne te dit rien, un 3&D de Brooklyn qui a été coupé ou envoyé à Sacramento, qui depuis a re-signé. Je crois que c'était son anniversaire hier d'ailleurs. Qui a le même... Alors comment dire? Pense à le pivot de Utah et l'arrière des Timberwolves. Kessler Edwards. Exactement. Kessler Edwards. Ah oui, je l'aurais pas trouvé sans l'indice. Hein. Qui est donc le fils spirituel de Walker Kessler et Anthony Edwards, bien entendu. Oui, voilà. C'est ça, ouais. Et puis le dernier, je sais pas si tu te souviens de lui, en tout cas pas à Sacramento, mais c'est un ancien de Denver qu'on adorait tous les deux. Trey Lyles? Non, mais qui a eu une blessure. J'avais déjà cité Trey Lyles en plus. Blessure qui du coup s'est blessé au genou. Du coup a été envoyé à Boston, a été coupé à Boston et là il a fait Sacramento quelques matchs. Il était dans la bulle, il a fini quelques matchs sur le terrain dans la bulle de playoff. Ça me dit rien du tout. C'est un, on va dire, meneur arrière-ailier, meneur dans l'âme mais plutôt arrière-ailier, très intelligent mais pas de shoot, pas explosif. Ça te dit rien? Non, j'ai rien du tout. Ce n'est pas Tucker, ce n'est pas PJ Tucker, c'est... Ah non, putain. Oui, c'est lui. Mais PJ Dozier? Exactement, PJ Dozier. Mais non, putain, j'ai totalement zappé le fait qu'il était parti aux Kings. Effectivement, il a eu un 10-day contract, je crois. Ouais, notre petit chouchou PJ Dozier, que j'adorais. Mais je l'ai pas du tout eu. Il a eu des petites blessures malheureusement. D'ailleurs, il a même pas joué à Boston d'ailleurs quand il s'est fait échanger l'an dernier. Une grosse blessure au genou, je crois. Ouais, quel regret, parce que c'était un joueur que oui, j'adorais
qu'on aimait beaucoup. D'ailleurs, on était beaucoup à l'aimer, mais effectivement, qui a pas pu après sa blessure revenir. Putain, je suis très déçu de pas l'avoir eu du coup. Ah oui, moi je suis déçu de toi là, effectivement. Oui, non, mais là, honte à moi. Oh là là, je vais me faire charrier encore pire qu'Azad. Et côté Denver donc? Côté Denver, on peut avoir, je sais pas, Jamal. Non. Nous sommes en avril. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, non, sachant que Denver a abandonné la saison régulière déjà en février. Est-ce qu'on a du putain, il y a tous les noms qui m'échappent. On a du Vlatko. Non, on a Vlatko jouait pas. Exactement. Si, il est là. Si, il a joué. Ah, oui. Putain, c'est les 3 matchs qu'il a joué dans la deuxième partie de saison. Tu vends Damien, bravo. Oui. en parlant de nos chouchous qui sont blessés malheureusement. Ouais, Vlatko Kančar qui s'est fait une sale blessure là avec la Slovénie. Qui est-ce qu'il y avait d'autre du coup? S'il y avait Jeff Green. Quelqu'un d'un peu rasoir. Non, il n'y a pas Jeff Green, mais quelqu'un d'un peu rasoir. En fait, c'est tes indices qui m'embrouillent l'esprit. je te jure. Je vais mettre de côté ton indice. On a un pivot d'ailleurs sur le terrain, si c'est pas Jokic. Qui est-ce que DeAndre Jordan, mais non. Exactement, DeAndre Jordan. Oh là là, mon Dieu. Il y a Christian Brown. Ah, c'est Christian Brown. Eh oui, Christian Brown, effectivement. Alors, on a Christian Brown et l'autre, qui est pas un Brown, mais qui est un Brown, du coup. Ah, Bruce Brown, effectivement. Et puis le dernier, ce n'est pas Tom Brady, c'est... Est-ce qu'on a Peyton Watson? Exactement, c'est Peyton Watson, et pas Peyton Manning, mais... mais c'est Peyton Watson qui se fait dunker dessus par Keegan Murray. Ah bah voilà, mais oui, parce que lui, il va au contre, bien sûr. Exactement, si ça vous dit de regarder ses actions avec nous, bien entendu, c'est un peu à ça que... Je sais pas si on en a fait une pub incroyable, pour être tout à fait honnête avec toi. C'est pas mal. C'est toujours mieux que Azad. Mais bref, avançons, on passe à RJ Barrett. Tiens, allons sur un cas tout aussi compliqué. RJ Barrett, 34 minutes par match, 73 matchs, 91 de true shooting plus, donc moins 9% d'efficacité par rapport à la moyenne. C'est pas mal. Sur 26% d'usage. C'est vrai que très, très simplement, je te pose la question, est-ce qu'il mérite d'être dans ce top 100 ? Eh ben, c'est en classant vis-à-vis de tout le reste et en me posant la question de à quelle place je mettrais Malik Monk du best of the rest dedans, que je me suis posé fortement la question, parce que comme tu l'as dit, au volume, mais viscéralement inefficace, et c'est un combo en fait qui déjà ne t'apporte rien, mais te coûte en fait. Ouais. Et du coup, ça pose vraiment la question de se dire, mais est-ce qu'il peut avoir un apport positif alors qu'il te coûte autant offensivement? Globalement, j'avais quelques stats. 31% à 3 points, 17e centile, 38% au mid-range, 35e centile, 59% à l'arceau, 24e centile, 48% de FG, 18e centile. En fait, le seul point fort d'RJ Barrett, c'est son free throw rate. Il va plutôt pas mal sur la ligne, avec une réussite, là encore, sur la ligne, 74%. C'est pas mauvais, c'est pas bon du tout non plus, quand même. Pour un extérieur, c'est pas un créateur collectif trop non plus. Ça fait beaucoup offensivement pour savoir si un joueur est viable ou non. Et en fait, malgré potentiellement une défense intéressante, et encore, ça aussi, on peut peut-être le remettre en question. J'ai vu des fans des Knicks enragés quand j'ai commencé à chercher un petit peu plus sur RJ Barrett. Du coup, ça pose la question de à quel point il faut être fort défensivement pour pouvoir être viable avec une offense aussi négative. Et je suis même pas sûr qu'il le soit. Du coup, ça fait beaucoup peut-être pour un joueur du top 100. Mais c'est vrai que c'est un peu le truc. Et surtout que dans ma playlist, il y a des noms que je n'ai pas mis et qui étaient un peu dans les mêmes zones d'inefficacité. Et le problème, en fait, c'est qu'on a affaire surtout, comme tu dis, à un scoreur. Donc, l'intérêt de son profil, c'est de mettre des points, mais donc s'il le fait de manière inefficace, c'est moins intéressant. Comparé, tu vois, on a parlé de Scottie Barnes, qu'on a classé la dernière fois. Scottie Barnes, pas efficace, mais
l'utilité de son profil, c'est pas que ça. Et notamment, il y a de la défense de haut niveau, il y a même de la création. Donc voilà, on arrive un peu à compenser l'inefficacité par il fait d'autres choses bien sur le terrain. Donc il a un bon impact. C'est vrai que peut-être la question peut se poser un peu plus pour RJ Barrett, un peu dans la même veine. Tu vois, d'ailleurs, j'ai pas mis Paolo Banchero, qui lui aussi est un peu dans ce côté scoreur, mais pas du tout efficace et même très très inefficace. Au final, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question pour RJ Barrett. Est-ce que j'ai totalement déconné quand j'ai fait ma pré-liste ou pas? Parce qu'effectivement, on est plutôt sur un profil scoreur et pas efficace. Et d'ailleurs, c'est pas que juste qu'il est un peu inefficace, c'est qu'on est quand même on est sur une zone d'inefficacité qui est assez notable. Hein. C'est pas juste il est quelques pourcents en dessous de la moyenne, on est quasiment à moins de 10%, c'est beaucoup. Bon, j'ai vu qu'on a cité les mêmes chiffres où il est à peu près pas bon à peu près partout, hein, au niveau des centiles. À chaque fois, il est dans des mauvais centiles de scoring selon les zones du terrain. Après, c'est vrai que tu vois, je sais pas, mais je me pose la question à quel point est-ce que j'ai aussi été influencé par le côté playoff, un peu comme avec Jamal Murray, de se dire, finalement, certes, il n'est pas efficace, mais déjà, il y a le côté création, où de facto, il prend des tirs. Alors, c'est pas idéal, parce qu'il y a de la valeur qui fuit quand t'es pas efficace, mais il y a peut-être cette valeur-là dans un effectif où il y a pas tant de joueurs que ça qui sont capables un peu d'essayer de se créer leur tir, et surtout, il a quand même joué pas mal en playoff. Hein. Il a joué pas mal en playoff, 34 minutes de jeu par match. Bon, je pense quand même que il y a un peu plus que certains scoreurs très très inefficaces. Je pense qu'il y a un peu plus de valeur en défense, voire même un peu de passing, voire même la valeur du volume peut-être, parce que voilà, alors peut-être que c'est que les Knicks avaient manqué d'options, mais ça me fait un peu douter, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, complètement. Et surtout, il a fait un bon premier tour contre les Cavs. Mais tu vois, déjà, moi, par rapport aux playoffs, je trouve que face à Miami, c'était déjà un petit peu moins fort. Et je ne sais plus parler, surtout, voilà. Je te rejoins, voilà, merci. Je te rejoins sur l'aspect potentiellement la défense et l'intérêt du volume. C'est vraiment ma problématique aussi quand j'ai commencé à regarder le joueur un peu plus là, à le travailler un petit peu plus. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un biais artificiel qu'on a en fait, parce que effectivement on se dit ah oui mais c'est parce qu'il a du volume que, enfin on a cette impression de volume quand on parle de RJ Barrett au scoring, etc. Et en même temps oui, est-ce que c'est pas au détriment de tout au vu de l'efficacité? Est-ce que c'est pas forcément un biais total en fait? Et après moi je trouve j'ai une problématique vis-à-vis de son jeu plus dans le détail. Oui. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait cette impression, c'est que autant sur sa main droite, il peut être intéressant, sur sa main gauche, pardon, il peut être intéressant, puisque justement il est gaucher, c'est sa main forte, autant il a pas de main droite, en fait. Oui. Et j'ai regardé pas mal de vidéos et tout pour voir ça, et en fait, c'est vraiment, en fait, ce qui fait ça fait un peu jour et nuit, et ça fait que, du coup, autant il peut être intéressant et avoir ce côté volume scoreur quand il est sur la gauche, sur sa main forte, etc. Et quand on fait des systèmes pour lui, je trouve aussi que dans les playoffs, notamment face aux Cavs, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait pas mal de jeux d'écran pour lui et qui lui permet d'être un petit peu plus libéré de son marquage, parce que c'est un joueur qui est moins explosif que puissant et qui du coup va plus chercher le contact pour faire la séparation, notamment au panier, mais qui manque un peu de finition. Et donc du coup ça le dessert, mais je trouve qu'il du coup était un peu plus mis en valeur face aux Cavs dans le jeu offensif de Thibodeau, avec beaucoup de double écran en tête de raquette, où lui venait du corner, faisait un curl et pouvait driver notamment, et du coup je trouve que ça le servait plutôt bien, encore une fois du côté gauche. Mais en vrai je pense que si tu le défends à gauche, il repasse sur la droite et c'est fini. Oui. Il est incapable de faire quoi que ce soit sur la droite. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque tu parlais un petit peu de passing. Je trouve que le seul endroit où justement il est intéressant dans la création collective, c'est quand il snake le pick and roll en partant sur un pick and roll à droite. Il snake, c'est-à-dire qu'il va de l'autre côté en mettant l'écran dans son dos. Il revient à gauche, sur forcément. Sa gauche. Voilà, exactement. Il repasse à gauche et là tout de suite ça lui ouvre vachement le panier, ça lui ouvre potentiellement une petite passe à l'intérieur en prenant le défenseur sur le contre, en le prenant en dessous et en trouvant son intérieur. Et ça par exemple typiquement c'est quelque chose où tu le vois droite-gauche ça fonctionne, gauche-droite c'est mort. Ouais. C'est perte de balle. Shoot raté,
et des choix douteux. Et ça revient aussi avec le problème du coup de positionnement sur le terrain où il a peu de spots dans lesquels aller et dans lesquels il serait confortable en réalité. Et je trouve que du coup, ok, peut-être que sur la gauche seulement, on a cette impression de volume scoreur qui pourrait potentiellement craquer des pourcentages efficaces et donc du coup avoir une charge offensive intéressante et qui pourrait apporter. Mais en réalité, en fait, c'est complètement biaisé par le fait que c'est que sur un spot précis, enfin que sur sa main forte à gauche précisément, et que du coup, je pense qu'en fait, si on le voit même un petit peu en avant, etc., avec potentiellement une défense de playoff au courant de ça, tout de suite la valeur descend drastiquement, quoi. Et à côté de ça, il y a pas le shoot comme un Jalen Brown par exemple, ou qui a le même potentiel problème, mais qui à côté a quand même plus de shoot. Et qui du coup peut être utilisé un peu différemment, qui est peut-être aussi meilleur off-ball. Oui, largement. Et donc, du coup, oui, voilà, largement, et qui du coup fait peut-être beaucoup plus le cut, tu vois. D'ailleurs, tu vois, sur le côté sans ballon, moi, ce que j'aime bien, c'est un peu la diversité tactique, on va dire, où tu peux l'envoyer sur des match-up, des mismatchs au poste bas, tu peux l'envoyer sur un peu des curls, comme tu disais, un peu sans ballon, des drives où il arrive lancé, ou voilà, t'as différentes configurations où tu peux l'utiliser, même s'il n'est pas efficace là-dedans. Mais par contre, c'est vrai que sans ballon, niveau catch and shoot, il en prenait plus de 4 par match, ce qui est quand même assez énorme. Il les mettait à 32% à peine des catch and shoot, sachant que la moyenne des catch and shoot est donc plus haute que celle des 3 points, donc c'est encore pire 32% que 32% sur les 3 points de manière générale. Et pour te dire, même sur les joueurs NBA cette année en 2023 qui prenaient au moins 2 catch and shoot par match, donc plutôt un bon volume, il était 198e sur 228. Donc on est tout en bas, on n'a pas trop de spacing quand il n'a pas la balle. Après, voilà, je sais pas, je pense que c'est comme Jamal Murray, il va falloir faire attention à pas trop surévaluer les playoffs, même si, tu vois, en playoffs, il passe à 97 de true shooting plus. Donc voilà, on a aussi une hausse assez significative de 91 à 97, donc quasiment au niveau de la moyenne, avec plutôt pas mal en défense, etc. Mais un cas compliqué, en effet, et tu me dis si tu as d'autres choses à rajouter, mais sinon, classement... où est-ce qu'on le met, le classement? Est-ce que toi, tu le mettais derrière Keegan Murray, non? Ah oui, moi, c'est derrière, assez derrière. En fait, je l'ai mis dernier. D'accord. Assez facilement, en réalité. Même sans avoir vu Buddy Hield jouer, j'ai quand même, par acquis de conscience, regardé ses pourcentages, etc., qui m'avaient l'air, somme toute, corrects, voire très bons, sur le shoot en tout cas. Et du coup, j'ai pas eu trop de problème à mettre R.J. Barrett dernier du classement. Ouais. Oui, ça me va de le mettre là pour l'instant et de récolter les avis au fur et à mesure. Là où je peux peut-être argumenter un truc intéressant, c'est que je trouve, est-ce que ce serait pas genre typiquement le joueur qui pourrait se réinventer et révolutionner son jeu dans un style à la Aaron Gordon? Peut-être, mais à quel point il y a du jeu sans ballon avec R.J. Barrett? Parce que Gordon, ce qui est intéressant, c'est le côté un peu scoreur sans ballon, quoi. Ouais, mais scoreur sans ballon en dessous du panier, quoi. C'est-à-dire que en soi, Aaron Gordon fait pas des mouvements off-ball si complexes que ça. Et je pense justement que ce serait à sa portée, tu vois. Donc tu veux que Denver échange pour R.J. Barrett, c'est ça? T'es pigé tout seul là. mais en fait, parce que tu sais, il y a beaucoup le fantasme de ce genre de joueur justement très fort défenseur et très fort offensivement dans un rôle, etc. Alors on parle beaucoup des trendy avec le shoot à 3 points, etc. Et c'est certainement la limite de R.J. Barrett dans ce rôle-là, c'est-à-dire que Aaron Gordon a quand même un 3 points viable, pas incroyable, mais viable. Là où R.J. Barrett ne l'a pas du tout, et ce serait certainement sa faiblesse. Mais à côté de ça, tu vois, par exemple pour les trades, etc., pour ramener des joueurs ou autres, c'est des joueurs qui ont une valeur extrêmement forte. Et en fait, l'idée pour certaines équipes, c'est de trouver des joueurs qui justement dont la valeur est pas si élevée et qui pourrait rentrer dans ce moule-là ou qui, avec un changement de rôle ou un truc totalement différent, pourrait se réinventer. Et en fait, je pense que en écrivant, en regardant un petit peu à droite à gauche, en regardant des vidéos, des stats, etc. sur R.J. Barrett, du coup, en préparant l'émission, je me suis dit, ce serait peut-être un de ces joueurs-là. Parce que défensivement, ça reste un physique très intéressant, une envergure taille intéressante, une mobilité intéressante, et donc du coup, qui peut vraiment s'adapter, qui est pas trop con et qui sait se positionner collectivement et dans la compréhension des rotations, et donc qui pourrait apporter largement de ce côté-là du terrain. Mais voilà, il faut vraiment optimiser son rôle offensivement, et je pense que ça passe par
moins de responsabilités. Il peut pas avoir la balle en main comme ça autant de temps, etc. Et devenir plutôt un finisseur. Et donc du coup, à mon sens, plutôt un finisseur intérieur qui prendrait la position avant un style à la Aaron Gordon. Après, c'est vraiment de l'hypothétique et on sort un petit peu de l'exercice, mais voilà, c'est ce que je tentais de le notifier parce que je me dis que ça peut être intéressant dans ce cas-là. La question étant, qu'en est-il de ses velléités? Parce que Aaron Gordon a réussi à faire ça parce qu'il a voulu changer de style. On verra avec RJ Barrett peut-être au bout de quelques saisons. Mais Oui, ok, alors... avec les contrats qui sont forcément moindres. Hein. Oui, oui, effectivement. Ça joue dans la décision. Et donc, petit quiz pour finir. Qui est sur le terrain au moment du 16 janvier 2023? Un dunk clutch contre Toronto, puisque nous avons un joueur de Toronto qui manque un lancer franc pour passer à +3, et derrière, RJ Barrett qui remonte le terrain, qui met un dunk à 0,5 secondes de la fin pour aller en prolongation. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce dunk clutch? Match qu'ils perdent en prolongation, il me semble. Peut-être, oui. Peut-être. J'ai souvenir d'un Jalen Brunson qui tente un 3 points et qui ne rentre pas avec un rebond long. Et j'ai souvenir de ça. Alors, il faut que je sois meilleur. Donc, Knicks, Toronto, Jalen Brunson est sur le terrain. Oui. Julius Randle. Oui. Est-ce qu'il y a Mitchell Robinson? Non, peut-être non. Pas. On est en offense. Immanuel Quickley. Exactement, Immanuel Quickley. Il m'en manque un, c'est ça? Il en manque un qui a déjà été classé d'ailleurs, dans notre classement du top 100. Quentin Grimes. Exactement, Grimes est sur le terrain. Et côté Toronto, assez facile. Toronto, Pascal Siakam. Oui. Van Vliet. Oui. Scotty Barnes. Oui. OJ Anunoby. Oui. Et le dernier... Le dernier, il a 2 passes décisives en carrière, pour t'aider. Ok, Gary Trent Jr. Exactement. Toujours ce petit running gag sur le Basket Lab. Running gag qui prend racine dans certaines vérités, mais quand même pas à ce point. Avançons. 4e joueur du jour. Un cas qui va être compliqué aussi, celui de Zach LaVine. J'ai encore fait l'erreur. Zach LaVine, pardon. Je ne sais pas. Mais on a envie de le dire comme ça. On a tous envie de dire LaVine et que ça dure 6 secondes. Donc 36 minutes de jeu par match pour Zach LaVine. 77 matchs cette saison 2023. 104 de true shooting plus sur 28% d'usage. C'est vrai que pour te lancer, on est sur un cas assez polarisant, je trouve, avec certains qui l'aiment beaucoup et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Je suis plutôt du côté qui l'aime bien. Peut-être pas beaucoup, mais je suis plutôt convaincu par Zach LaVine, surtout de par son profil de scoring. C'est un vrai bon scoreur aux 3 niveaux, à mon sens. Il est vraiment capable, que ce soit à 3 points, à mi-distance, mais aussi à l'intérieur. Et plutôt de très bonne manière. Je trouve que ses chiffres sur pull-up sont plutôt bons. Je les ai pas notés, mais je sais qu'ils sont bons. Sur catch and shoot aussi, moi, ce que j'aime bien avec son profil de scoring, c'est un scoreur très bon aux 3 niveaux, off-ball, mais aussi en initiateur individuel. J'avais noté 1,05 points par possession sur isolation, qu'il classe dans les 90 centiles plus. Pareil sur pick and roll en tant que scoreur et porteur de balle. On est sur du 93e centile si je ne m'abuse. Et donc du coup ça fait un vrai scoreur très fort en fait dans presque tous les secteurs de jeu. Moi je trouve son petit défaut à ce niveau-là, mais j'ai tendance à le tempérer parce que je pense que c'est un défaut de l'équipe des Bulls actuellement. Il tend parfois un peu à du tough shot making à 3 points et sur du long mid qu'il met à un très bon pourcentage. C'est les long mid, il est à 45% de réussite à peu près sur 2 tentatives par match, de plus il me semble. Oui. Donc qu'il met à haut niveau, donc c'est pas forcément préjudiciable, mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce petit souci de
de choix de tir. Mais encore une fois, j'ai vraiment tendance à tempérer ça en me disant que c'est un problème de Chicago, le spacing. Et je trouve qu'il y a beaucoup de shoots pour Demar et Zach LaVine qui se retrouvent en fin de possession parce que personne n'a voulu les prendre avant ou personne n'était en position de les prendre avant, avec beaucoup de monde qui shoot à mi-distance, peu de gens finalement forts dans l'arceau, si ce n'est justement LaVine qui a presque le seul capable vraiment d'y aller et avec efficacité. Et l'autre petit point faible peut-être justement, c'est qu'il gagnerait peut-être à aller un peu plus au cercle, justement à effacer ses longues mids pour vraiment aller au cercle. Mais je trouve qu'il est un peu mal sifflé, LaVine, je trouve. Et du coup, son fit rate est pas incroyable, pour dire pas excellent du tout, voire pas bon. Et c'est peut-être les deux points faibles dans sa short chart et dans son aspect scoring. Mais globalement, c'est deux défauts qui peuvent être contextualisés, nuancés et qui, en plus, ne sont pas si terribles que ça, en fait, je trouve. Oui. Eh bien, moi, je dois dire que j'aime beaucoup aussi LaVine. Mais je pense que le problème de sa carrière, pour l'instant, c'est que il y a un peu un mauvais casting. C'est-à-dire que certains attendent de lui que ce soit un go-to guy, un leader d'attaque, alors que ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas un initiateur d'attaque, c'est pas un créateur héliocentrique qui va pouvoir se charger de tout. Pour moi, on est plus sur un profil de scoreur, en fait, un peu, entre guillemets, le poste 2 à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il est là pour le scoring et qui se charge pas de la création offensive. Donc pas du tout le modèle héliocentrique de James Harden, Luka Doncic, etc. Donc pour moi, il y a un problème de vision qui part de là, non, mais on s'attend à des choses peut-être que lui n'est pas capable de faire, parce qu'en effet, ce n'est pas du tout, comme on dit sur le Basket Lab, un casseur de défense. C'est pas quelqu'un qui va créer des décalages et être un moteur d'attaque de par cette capacité à générer des décalages et à les exploiter. On n'est pas là-dessus, mais par contre, on est sur un vrai bon scoreur. Alors, malheureusement, c'est peut-être sa moins bonne année depuis 3 ans, on va dire, ou en 2021 et 2022, il était sur des niveaux d'efficacité encore plus impressionnants, sur des plutôt bons volumes aussi. Mais on est quand même toujours très bon cette année. À tempérer en plus, je me permets, à tempérer quand même vis-à-vis de l'efficacité, où il y a une année en 2 temps, dans le sens où il revient de blessure en début de saison. D'ailleurs, il joue pas les premiers matchs. Il y a quelques premiers matchs qu'il joue pas parce que il y a une opération au genou pendant l'off-season. Et en fait, il met du temps à revenir. Il a vraiment des 2-3 premiers mois plutôt mauvais. Et en réalité, quand tu prends les chiffres à partir de décembre, c'est vraiment excellent. Et c'est vraiment retour de l'efficacité qu'il avait justement plutôt en 2021, où il était, enfin 2020-2021, où c'était peut-être sa meilleure saison. Et du coup, voilà, quelque chose à nuancer aussi, parce qu'il y a vraiment une grande partie de la saison, en seconde partie de saison, après décembre, enfin à partir de décembre, où les chiffres sont encore un peu meilleurs encore. Donc vraiment de très haut niveau. Oui, en effet, effectivement, j'ai pris à partir du 1er février, on est sur 1,28 points par tir quasiment, alors que sur la saison, on est à 1,20 et quelques. Donc effectivement, en plus, l'efficacité remonte en fin d'année. Mais moi, ce que j'adore, et je pense qui est assez sous-estimé, c'est que le côté shoot, pour moi, c'est un des meilleurs shooters de NBA, en tout cas un des plus sous-estimés, à mon avis. Cette année, il a 37% et quelques sur plus de 7 tentatives par match. On l'a déjà connu un peu meilleur, mais on a vraiment un gros volume de shoot avec une grosse efficacité. Plus de 41% au niveau des 3 points en catch and shoot cette année, au même niveau que Stephen Curry, par exemple. Et pull-up à 34% cette année, donc on va dire un peu plus dans la moyenne. Mais par contre, comme tu dis, sur drive, on a quelqu'un d'hyper efficace qui ferait peut-être mieux d'y aller plus souvent, en effet. Mais on a le 6e meilleur efficacité, la 6e meilleure efficacité de NBA, pardon, au niveau des drives parmi les gros drivers, donc les gros volumes à plus de 10 par match. Il est à 1,29 points par tir sur l'efficacité sur drive, efficacité plus layup, et donc productivité globale, on va dire. Et donc c'est 6e de NBA. C'est quand même assez épatant. C'était déjà le cas l'an dernier. Et on a vraiment ce côté taille et en plus explosivité et bon toucher de balle. Donc on a un combo assez intéressant pour le coup. Ouais. Même en termes de création un peu plus, création pure de 1 contre 1, création frontale, comme on dit, sur isolation, il est dans le 83e centile, donc mieux que 83% des joueurs NBA en termes d'efficacité. Et même, tu vois, je sais que son passing est pas mal décrié, mais je pense, encore une fois, c'est parce qu'on est déçu par rapport à des attentes de go-to-guy ou de créateurs à gros volume. Mais tu vois, c'est un indicateur comme un autre, hein, mais au niveau de
du ratio de playmaking, donc assist percentage divisé par usage percentage, à quel point il fait des passes par rapport à son nombre de ballons, on est sur le même ratio équivalent à ce que fait Tatum, à ce que fait Mitchell, à ce que fait Anthony Edwards, à ce que peut faire Shai Gilgeous-Alexander, à ce que fait Kyrie Irving. Donc voilà, on n'est pas non plus sur un non-passeur total, comme d'ailleurs on peut faire un peu ce procès pour un Jaylen Brown, par exemple, qui est moins dédié au passing et moins compétent. Je trouve que Lavine, on est vraiment sur en fait un joueur, un scoreur, certes, mais aussi un scoreur polyvalent. Alors, c'est pas James Harden, c'est pas un héliocentrique, mais ça reste un scoreur polyvalent. Ce qui fait que pour moi, on avait une image globale assez positive en fait. Ouais, dans je te rejoins sur le passing. En plus, toutes les petites lectures, les drive and kick simples, etc. Il est largement capable de le faire en fait, et il le fait. Et oui, alors, ça limite son plafond quoi qu'il arrive, de pas aller au-delà. Il n'y a pas les lectures avancées, tu veux dire. Oui, voilà. Et de tout simplement de pas être un créateur collectif. Bien sûr que ce serait le niveau suivant, etc. En même temps, dans ce rôle-là, il y a peu de choses à lui reprocher en fait offensivement. Je vois pas de défaut majeur encore une fois. Et après, il y a l'autre partie du terrain dans lequel il est beaucoup plus décrié au niveau défensif, où on-ball, moi je le trouve correct. C'est-à-dire que il est capable de surprendre et de tenir plutôt bien son vis-à-vis, notamment avec sa mobilité. Après, il a tendance à être un petit peu naïf, et c'est là où je trouve que c'est son plafond, c'est-à-dire que pour moi, ses limites défensives, elles sont moins physiques que dans l'intelligence de jeu, dans la conscience en fait du terrain, etc., dans le fait de parfois s'endormir, etc. Même si, à noter quand même quelques progrès cette saison off-ball, notamment dans le système post-All-Star Game des Bulls, qui a été très agressif et assez intéressant. Il y a pas mal de blitz, de trappes très haut sur les porteurs pour empêcher la passe ensuite. Et là-dedans, il se positionne plutôt bien. En plus, ça lui offre potentiellement de la transition sur l'interception. Et les Bulls s'en sortaient pas mal comme ça en fin de saison, notamment avec Caruso, Pat Beverly en point of attack, defender. Et du coup, je trouve qu'il y a du mieux. Mais le problème, c'est que c'est très inégal, même dans le mieux du côté défensif du terrain, Zach LaVine, où il y a vraiment des absences, en réalité, de temps en temps, où il est pas forcément là où il devrait, etc. Et c'est surtout ça, en fait, qui lui fait perdre de la valeur, finalement. Oui, mais tu vois, je trouve que c'est aussi un procès qu'on fait pas non plus Enfin, il y a d'autres joueurs qui sont un peu comme ça et qu'on leur fait pas autant ce procès-là, quoi. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a un peu cette image un peu de hero ball et de mauvais défenseur qui est un peu trop négative, je trouve, légèrement, on va dire. Non, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est un procès qu'on lui fait, je pense, parce qu'il n'y a pas les résultats collectifs, tout simplement. Oui, mais qui ne sont pas liés à lui, en fait. Ouais, non, complètement. Parce que tu vois, si tu reproches à un joueur héliocentrique qui a toute l'emprise du jeu de ne pas avoir des bons résultats collectifs, oui, il y a un peu plus de corrélation, mais lui, justement, il n'est pas ça. C'est ça. Moi, c'est un peu ça mon truc, et d'ailleurs... s'il faisait la même saison individuelle, mais genre, je sais pas moi, à côté de Luka Doncic, où il aurait pas du tout la création du jeu. D'ailleurs, on espère que ça va arriver peut-être, à côté d'un bon joueur, voire à Dallas avec du shoot, quand je sais pas moi, quand Kyrie Irving ira brûler la maison de son coach ou ira signer en deuxième division vénézuélienne pour jouer au foot en décembre, ça peut arriver. Mais non, mais blague à part, je pense que dans le bon contexte, le même niveau de performance, exactement le même niveau de performance dans un bon contexte, on aurait peut-être une vision plus positive. Ah, je plus sois, et c'est pour ça que j'ai plutôt Zach LaVine en bonne appréciation de mon côté, parce que effectivement, je trouve que devant Jamal Murray. Alors non, parce que justement, Jamal Murray a plus de création et de polyvalence, mais c'est vrai. Mais et aussi meilleur défenseur, voilà. Mais non, c'est pour ça que oui, je suis pour le mettre largement avec des joueurs dont on critique pas forcément les mêmes points, et je te rejoins tout à fait sur l'aspect réputation vis-à-vis de Zach. Et donc, classement, tu parlais de ces joueurs avec une réputation similaire, où est-ce que tu l'imagines ? Moi, je l'ai mis dans la catégorie des Bradley Beal, Jaylen Brown, etc. Et je l'ai mis au top de cette catégorie. Donc pile là où il y a Jamal Murray actuellement. Et juste en dessous. On a mis Jamal Murray. Oui, ça me va de le mettre au-dessus de Jamal Murray. Ok. Non, en dessous. Très habile de ta part. Comment faire
Ça m'allait de le mettre aussi un peu plus bas, légèrement plus bas peut-être. Je sais pas, mais tu vois, c'est vrai que si tu compares Jalen Brown et Zach Lavine, il y a des différences sans doute de perception qui est plus grande que la différence de niveau, je pense. Ouais. Ouais. Ou alors c'est Je Evan suis Mobley d'accord. qui est trop bas. Je l'imaginais derrière Evan Mobley, moi. Mais c'est peut-être Evan Mobley qui est un peu bas alors. Bah, moi, de toute façon, j'étais partisan. Est-ce que t'as remonté Evan Mobley? Parce que nous, on était partisans, on avait dit de remonter Evan Mobley tout à l'heure. Donc, en réalité. Je l'ai remonté pour l'instant juste derrière DeRozan, mais on peut le remonter encore un peu et mettre Zach Lavine par là aussi. Ça peut se faire. Oui, moi, ça me va. Ça peut se faire. Donc, ouais, mettons Zach Lavine derrière DeRozan, ça te va? Ou par-dessus? Lequel tu préférais des deux de Chicago? Est-ce qu'on le met par-dessus? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à le mettre au-dessus. Au-dessus. Ah, c'est parce que je préfère son profil offensif, mais c'est Ça peut très s'entendre. biaisé, très subjectif. Ça peut s'entendre dans le côté, il apporte du spacing et de la création avec ballon, alors que DeRozan n'a que la création avec ballon, même si la création avec ballon est peut-être un peu meilleure. Mais ok. Un peu meilleur, mais en même temps, pas assez élite pour faire un cut, ou pas assez bonne pour passer un cap. Et en plus, ça t'apporte quand même un problème de spacing, moi, je trouve. Ah oui, mais toi, tu m'as dit que tu le mettais directement même au-dessus de Bradley Beal et Jalen Brown, carrément. Ouais. Donc, effectivement, t'avais de la marge, toi. Bah, Jalen Brown, je sais pas, mais Bill, de toute façon, Bill, j'étais pour le descendre. Donc bon. Ok. Bon, mettons-le là alors pour l'instant. Et puis on verra l'évolution des avis alors. Ok. Ça marche, très bien. On s'en est plutôt pas mal dépatouillé. Et en effet, in fine, Jamal Murray est un peu au-dessus. Ça te va? Ah, mais ça c'était normal, ça n'est pas à relever, ça. C'est trivial, comme on dit. Alors, passons de trivial à trivia. Exactement. Au petit quiz trivia. Nous sommes le 10 janvier 2023. T'as vu cette transition? Magnifique. Parfait. Passons au quiz. Donc 10 janvier, jeudi, une claquette de dunk. Claquette de dunk, oui, à partir d'un lancer franc. C'est assez impressionnant. On est contre Boston. Il part de la ligne à 3 points et sur un lancer franc manqué, tu vas deviner de qui. Il surgit pour claquer le dunk. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette claquette? Alors, on va partir du côté de Boston. Peut-être Marcus Smart. Non. S'il n'y a pas Marcus Smart, c'est Brogdon ou Derrick White. Tout à fait, Brogdon. Qui est-ce qu'on a de Tatum? T'as tout mis sur le terrain, oui, effectivement. Jalen Brown. Brown n'est pas sur le terrain. Robert Williams. Non, pas Robert. Ah si, pardon, oui, Rob Williams est sur le terrain. Excuse-moi, Rob Williams est sur le terrain. Mais ça veut dire que Grant Williams l'est? Exactement. Incroyable. C'était les 5 minutes où il a joué dans la saison. À Horford? Non, c'est plutôt un extérieur. Non, je suis con. S'il y a Grant Williams et Rob Williams, il n'y a pas d'Al Horford. On est sur un spécialiste. Un extérieur, il y a Peyton Pritchard. Non, meilleur que ça quand même. Un shooter. Un spécialiste du shoot. Dans la lignée de Duncan Robinson, JJ Redick, Malik Beasley. Voilà, ce profil shooter en sortie d'écran. Ah, Dame. Boston. Si, en plus, j'ai un peu regardé cette année. La traduction littérale de son nom, ça veut dire donner plus de hauteur. En français. Bon, quoi? Si je te dis Sam. Ça m'embrouille toujours. Sam. C'est Sam Hauser? Oui, exactement, Sam Hauser. Sam OC, littéralement, en français. En français dans le texte. Je l'ai plus dans ma tête, je l'ai plus en intérieur qu'en extérieur, alors qu'effectivement, oui, ça joue assez au large, mais oui. Et côté Chicago, est-ce que tu as des joueurs, notamment celui qui manque le lancer franc? Facile. À quelle date tu m'as dit? Le 10 janvier. La 5 Guillaume, d'ailleurs. 10 janvier? Est-ce que Pat Beverly est déjà là? Beverly n'est pas encore là. Tac. Si je te dis lancer franc manqué, à qui tu penses? Aux Bulls. Bulls, même en général. Ils ont Patrick Williams. La pire efficacité de NBA André depuis Drummond. quelques années. Exactement, André Drummond. Tout à fait. Oui, Drummond. Oh là là, c'est vrai qu'il y a Drummond. Oui. C'est pour ça que je faisais pas le lien. Je me disais, mais merde, aux Bulls, il y a qui? Et c'est vrai que Drummond, magnifique. Donc Drummond, peut-être qu'il y a Caruso. Exactement. Ensuite, on a un meneur qui a le même prénom que la star des Lakers, que la superstar des Lakers. Un meneur. Un meneur qui a le même prénom que du bœuf, d'ailleurs. Le bœuf de...
Ah, c'est Kobe White. Exactement, Kobe White. Putain, mais Le quiz, c'est tout autant sur les indices que sur les noms, hein, t'as remarqué. Oui, mais ça c'est beau. Non, mais très très bien. J'aime beaucoup. Mais tu les as préparés les indices. Tu t'es dit. Non, pas du tout. Non, j'ai mais un c'est cerveau magnifique. malade. J'ai Oui, un cerveau détraqué. C'est ça. Donc on a Kobe White, on a Caruso, on a Drummond. Il manque des ailiers. Demar, y a pas. Non, t'as aussi Lavine, hein, je te le donne. Donc il manque un dernier ultra explosif. Un peu. Derrick Jones Jr. Exactement. Derrick Jones Jr. vient compléter ce line-up au moment de cette claquette. Mais bref, avançons sur notre dernier nom, donc sur Jaren Jackson Jr. Yes. 28 minutes par match, 63 matchs cette saison, 105 de true shooting plus sur 25% d'usage. Mais c'est vrai que pour te lancer, c'est pas tant là son apport. Globalement, c'est surtout un des, si ce n'est le meilleur défenseur de NBA actuellement. Oui, licorne défensive des Grises, qui les saisons précédentes a été gêné par les blessures, son problème de foul trouble récurrent, et qui, avec l'expérience, la maturité dans le jeu déjà depuis au moins une saison avant celle-ci, quand même s'est assagi largement, devient plus patient, plus précis, et devient le monstre défensif attendu parce que énorme protection d'arceau, très très bon en termes de contre, que ce soit surtout sur le timing en réalité, parce qu'il n'est pas si grand ou par rapport à des Brook Lopez par exemple. Forcément on a tendance à penser la tour de contrôle, même Rudy Gobert, des énormes bigs comme ça dans l'attente ou quoi. Il est beaucoup plus dans l'athlétisme, dans le timing et dans le bien timer ses sauts. Et réussir à attendre, sauter après que l'attaquant parte au lay-up ou saute lui-même, et donc une très bonne protection de cercle, mais aussi surtout, moi ce qui me vient à l'esprit et me frappe avec Jaren Jackson, c'est son côté roamer qui va se balader finalement dans toute la raquette et même dans tout le secteur défensif pour suivre les actions, suivre le ballon et venir contrer. Il peut quand même, il a une assez bonne mobilité pour pouvoir aussi être utilisé dans plein de couvertures de pick and roll différentes, que ce soit en edge, hard edge, en blitz ou quoi. Il peut aller être très agressif très loin et surtout revenir très fort pour aller contrer en poursuite potentiellement. Il fait d'ailleurs pas mal de contres là-dessus aussi. D'ailleurs, je crois que en valeur totale et je crois qu'en par match, ça doit être le meilleur contreur de NBA, il me semble. Et du coup, qui, forcément, est un défenseur finalement extrêmement polyvalent. Peut-être un petit peu moins switchable qu'un Bam Adebayo, parce que je trouve qu'au large, vis-à-vis des meneurs, il a quand même un peu une gestion de son équilibre et de son corps qui est un peu parfois étrange. Donc du coup, je le trouve pas complètement viable face à peut-être des meneurs, etc., notamment qui peuvent jouer sur le shoot. Mais il est très capable de venir les regêner sur le drive, même après s'être fait dépasser. Et c'est en ça que il est extrêmement complet. Donc voilà, enfin il règle son problème de faute aussi, parce que c'était beaucoup ça qui empêchait d'avoir beaucoup de minutes et peut-être ce qui limitait son impact. Et il est devenu bien plus intelligent là-dessus. Il a beaucoup moins aussi ses pertes de contrôle vis-à-vis de où il s'engage un petit peu trop vite, et il va taper avec son corps l'adversaire avant même de pouvoir sauter ou le gêner ou autre. Ça, c'était monnaie courante dans ses premières saisons, et il y avait beaucoup de fautes bêtes aussi, des fois d'engagement ou autre, ou même juste de pas réussir à freiner à temps. Tout ça a été quand même vachement limité. Je trouve aussi qu'il time un petit peu mieux ses sauts, et surtout il a appris de Draymond dans l'exercice en sautant sur le côté ou en arrière pour ne pas prendre le contact, ne pas donner le contact à l'adversaire sur les sauts. Et du coup, il arrive à beaucoup plus faire parler son envergure et sans forcément faire la faute en l'air, tout simplement. Et du coup, tout ça fait que effectivement un énorme impact de Jaren Jackson Jr.
Oui, effectivement, je pense qu'un point important, ça date pas de cette année, hein. Ça fait 2 ans déjà que le Ouais, taux de faute a baissé et ouais, ouais. on est sur un Jaren Jackson plus intéressant, même si je fais un peu partie de la team. Les problèmes de faute sont largement exagérés, mais tout de même, c'est vrai que peut-être quand on était à ce point élevé en termes de faute, ça pouvait l'être tout de même. Mais donc déjà un premier step qui a été passé l'an dernier, et cette année, effectivement, on est sur, bah, tu l'as bien dit, en fait, on a ce combo de à la fois polyvalence et aussi protecteur de panier d'élite. C'est-à-dire que c'est pas juste, il est un peu bon dans les deux. En effet, il est polyvalent, il peut faire du switch, il peut faire plein de couvertures défensives différentes, mais en plus, c'est aussi une encre défensive et un protecteur de panier d'élite qui d'ailleurs a des chiffres totalement ahurissants cette année un peu partout, hein, pour le coup. Quand tu regardes le on-court défensif, donc à quel point est-ce que la défense est bonne quand il est sur le terrain, en général, ce sont des chiffres à manipuler, notamment qu'avec les pivots défensifs, sinon il y a pas assez de corrélation, mais ça l'est pour les pivots et il est à 108 de defensive rating, donc quand il est sur le terrain, Memphis est à 108, ce qui est dans le 97e centile, le meilleur de NBA, hein, quasiment. Et sans lui, on passe à plus de 114 de defensive rating, donc ça fait une marge assez énorme. Au niveau de l'efficacité au panier aussi, il inflige une perte d'efficacité de moins 13 autour du panier, moins 13% sur les adversaires. Comparé à comment il shoot d'habitude, on est dans tout en haut de NBA sur les gros volumes, au niveau de Brook Lopez et Walker Kessler aussi, qui est à moins 13. Et on peut recouper aussi avec des chiffres en particulier au panier. Il autorise, quand il est sur le terrain, les adversaires shootent à peine à 57%, ce qui est incroyable. Déjà, 60%, ce serait très très bas. Et lui, c'est 57% d'efficacité autorisée. C'est évidemment le centième centile cette année. Et pareil, un peu, non pas directement au panier, mais un peu autour. La short mi-distance, il est là aussi 90e centile. Et je pense aussi que la différence avec peut-être la raquette de Milwaukee ou la raquette de Cleveland, qui sont deux autres défenses d'élite, c'est que lui, comparé à d'autres, Antetokounmpo, Brook Lopez et Evan Mobley et Jarrett Allen, il est un peu seul peut-être à porter cette défense, parce que Steven Adams n'est pas du tout de ce même acabit défensif. Donc il y a peut-être aussi ce côté où, bah oui, si on a 3 défenses qui sont équivalentes, mais qu'il y en a un qui est un peu plus seul que les deux autres pairs, bah oui, il a peut-être un peu plus de crédit à recevoir, en plus du côté profil, en plus du côté protection de panier. Et aussi, pour dire quand même 2 mots sur son attaque, on a aussi affaire à un attaquant qui est pas du tout inintéressant en plus, qui non seulement a du spacing et un peu parfois de création balle en main, même si, comme tu l'as dit, c'est pas parfait non plus, quoi. Ouais, c'est un petit peu. Ce qui est très fort en fait dans son profil offensivement, c'est surtout qu'il puisse faire du spacing parce que à 3 points, Ouais. il est plutôt bon, il est plutôt, en tout cas, correct plus, puisqu'il est, il me semble, autour des 35%, 35% sur 5-6 tentatives, il me semble. Ouais. Si je dis pas Plus de 4 d'erreur, par ouais, c'est match. ça. Ouais, c'est ça. 4,5 et 35% à 3 points. Et du coup, ça permet déjà à Memphis d'aligner Steven Adams avec lui, parce que ça permet de space le terrain et d'avoir 2 bigs viables sur le terrain. Alors même s'il y a eu beaucoup de blessures là avec Steven Adams cette année du côté des Grizzlies. Et après sur Drive, c'est encore un work in progress, mais effectivement, déjà ça a progressé vis-à-vis de ses premières saisons. Je trouve qu'il a déjà un peu plus conscientisé le fait que c'était un big. Donc je trouve que il va plus chercher dans la hauteur. Et ça c'est à son avantage parce que forcément il réussit à potentiellement créer un petit peu plus de séparation grâce à ça. Moi je trouve qu'il est encore un petit peu brouillon dans l'approche, c'est-à-dire que ses drives sont un petit peu chaotiques, que ce soit son handle et aussi son footwork surtout. Je le trouve un petit peu chaotique, donc du coup c'est un peu toujours une aventure. Moi je trouve quand il drive. Et surtout, je trouve qu'on est en développement sur son jeu offensif, c'est l'aspect un petit peu plus proche du panier, avec des hooks et réussir un peu à se poser, prendre la position, se poser et prendre un petit hook ou s'élever. Ça, il le fait de temps en temps. Il le fait de temps en temps, mais c'est pas encore automatique ou pas encore un spot de confort non plus. Néanmoins, comme tu le disais, ouais, on est loin du peintre ou autre. Il y a vraiment il est assez valuable là-dedans. Et enfin, en tout cas, c'est pas une valeur négative en tout cas là-dedans. Ouais. Et quand il le fait bien. Et même si l'impression visuelle est un peu étrange par moment, ça reste efficace et pas trop au détriment de l'équipe. Donc plutôt bon apport à ce niveau-là. Ouais. Et puis c'est pas non plus quelqu'un qui va être très vertical au panier, c'est pas un finisseur exclusif au panier qui va décoller hyper rapidement ou être ce genre de menace, mais c'est pas non, et d'ailleurs pas trop de passing non plus, un peu pour le côté négatif, mais
c'est pas totalement qu'un finisher exclusif au niveau de l'attaque. Ça aussi qui est intéressant, c'est que la création n'est pas parfaite, mais elle est quand même un peu là. Et tu vois, notamment, il est à 68% de paniers assistés, 68%. On est loin des catch and finish qui sont autour des 80, 85, 90% de paniers assistés consécutifs à une passe décisive. Lui, il est que à 68, et c'est au niveau de Derek White ou de Gary Trent Jr., par exemple. Donc voilà, on n'est pas non plus sur du full. Pardon, je parle anglais. On n'est pas sur du totalement finisher. Mais ok. Tu me dis est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant qu'on passe au classement? Sinon, on peut aller vers le classement. Non, peut-être que c'était le storytelling qui était pas forcément fait du côté des Grizzlies, Jaren Jackson Jr. Alors ceux qui se battaient pour le défenseur de l'année vont me vilipender, mais pas de ce côté-là, plus dans l'aspect où on oublie que les Grizzlies ont eu une saison compliquée en termes de blessures. Desmond Bane a été vachement absent. Bon, il y a eu les frasques de Ja Morant, il y a eu Steven Adams, Brandon Clark qui ont été absents. C'est une équipe qui a eu du mal à aligner des line-up avec beaucoup de temps de jeu, etc., parce que ça changeait tout le temps en fait. Et malgré tout, ils ont fait une bonne saison, voire très bonne saison, selon de quel point de vue on se place. On réussit à garder une très bonne place à l'Ouest. Et je pense que c'est en grande partie grâce au plancher que Jaren Jackson Jr. a pu donner à cette équipe défensivement. Et il a été lui-même absent les 20 premiers matchs, et on a vu la différence de defensive rating. Tout à l'heure, tu le disais avec les stats de on-off, mais ça s'est vu rien que dans son absence des 20 premiers matchs où ils étaient bottom 10 de la ligue en defensive rating. Et en fait, à son retour, tout de suite, ils ont trusté le top 5 en réalité. Donc, je pense que peut-être qu'on a tendance à parler du problème défensif, enfin du style de jeu plutôt des Grizzlies avec le rebond, la bataille des possessions, etc. Une chose qui est pas souvent dite vis-à-vis des Grizzlies, c'est l'assise défensive. Et autant les précédentes années, il y avait beaucoup l'impact des playmakers défensifs qui cette année ont été absents, mais en fait il n'y a pas eu de perte défensive en grande partie grâce à Jaren Jackson Jr. et c'est peut-être ça qu'il faut mettre en avant. Je suis d'accord. Et donc, niveau classement, où est-ce qu'on se situe? Moi, je l'ai mis assez haut, je l'ai mis devant Rudy Gobert. Ouais. Et ensuite, c'est la grande question de où on le met vis-à-vis de tout ça. Moi, j'aurais tendance à le mettre vraiment très haut pour le coup. Si tu me laisses pas Jamal Murray haut dans le classement, j'ose mettre Jaren Jackson Jr. certainement au niveau de James Harden. J'avais un peu la même fourchette, c'est-à-dire je le voyais pas descendre en dessous de Rudy Gobert en fourchette basse, et en fourchette haute, je le voyais effectivement aller jusqu'à James Harden. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de facto? Où est-ce qu'on le met? Moi, je le mettrais fourchette haute, moi. Carrément James Harden, du coup? Ouais. Parce que je trouve qu'en fait, tous les noms en dessous, que ce soit Harden, Trae Young, Paul George, je trouve qu'il y a des défauts dans l'impact sur la saison en entière. Ouais. Trae Young dans le off-ball et le système de jeu et l'adaptation avec des Dejounte Murray en porteur de balle. Et l'efficacité et la défense. Et l'efficacité. Enfin voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Paul George dans l'aspect création collective, je trouve, qui dans l'équipe a pas forcément ramené. Dans l'aspect absence, il y a pas mal de choses qui peuvent potentiellement me déranger. Et James Harden plus dans l'aspect efficacité peut-être un petit peu moindre qu'attendu, peut-être création. Enfin, je sais pas, James Harden, faudrait que je m'y penche plus. Mais j'aurais surtout envie de récompenser Jaren Jackson Jr. pour l'impact peut-être sous-estimé, je trouve, en termes de plancher pour cette équipe des Grizzlies qui a performé avec énormément de blessures et de choses manquantes. Je pense que le plancher était très haut grâce à lui, quoi. Après, je pense que là où on pourrait argumenter pour le descendre, c'est sur le côté à peine 28 minutes de jeu par match. Là où les gens qui sont là, on est sur du 30-35, quoi. Ça pourrait être l'argument. Mais non, mais ça me va de le mettre là pour l'instant, quitte à le descendre ensuite un peu par la suite, si on accentue sur cet effet de statut et de présence sur le terrain. Et puis après, il y a l'aspect philosophique de se dire aussi avoir des représentants très forts défensivement, très haut dans le classement. Je pense que c'est bien parce qu'on a souvent tendance à oublier la défense ou ne pas la juger au même niveau que l'offense. Je trouve que c'est sympa d'avoir un représentant de la défense first en haut aussi. Oui, parce que la protection du panier est à ce point valuable et importante. En fait. Donc, quand en plus tu rajoutes un shoot à 3 points respectable au niveau de la moyenne et un peu de scoring en plus, ça fait vite, ça monte très vite une valeur très haut. Donc, ok, mettons-le là en quatrième
4e du classement au-dessus de James Harden. Alors, et donc entre Tatum et Harden, hein. Ça va pas titiller à Tatum, on est d'accord. C'est ça. Non, quand même pas, parce que la création quand même collective de Tatum Oui. et individuelle d'ailleurs, enfin assez élevée pour. Donc non, moi je trouve bien là. Ouais. Ok. Eh bien, faisons comme ça. Et pour finir, un petit quiz rapidement. Nous sommes le 23 février 2023. Et c'est un peu pour moi, mais c'est aussi surtout pour toi. C'est un magnifique contre Joel Embiid. Un contre très spectaculaire sur Joel Embiid. Une action marquante de la saison, hein, parce que le contre est très, très, très spectaculaire. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Côté Philly, est-ce qu'on a James Harden? Oui. Est-ce qu'on a PJ Tucker? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a D'Anthony Melton? Non, pas sur le terrain. Ah, dommage, ça aurait été le crossover après son départ des Grises, justement. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a Tobias Harris? Oui. Harden, donc Harden, Embiid, Harris, Tucker. Il m'en manque un. Oui, il te manque un meneur. Un jeune meneur. Et ce n'est pas Michael Carter-Williams. Je te préviens. Qu'est-ce qui jouait en meneur derrière Harden? Qui est dans le classement, d'ailleurs. Il est dans le classement actuellement. Ah, Tyrese Maxey? Exactement, Tyrese Maxey est sur le terrain. Bien sûr. Du coup, ça c'est du côté des Sixers, du côté de Memphis. En février, est-ce qu'on n'aurait pas... Est-ce qu'on a Ja Morant? Non, on a le banc. Bah déjà, si on n'a pas Ja Morant, on a Tyus Jones. Exactement. Tyus Jones, bien sûr. Est-ce qu'on a Luke Kennard? Non. Il est parti à la mare. Ah bah oui, c'est vrai, c'est en février, effectivement. Est-ce qu'on a... On n'a pas Desmond Bane, du coup, si c'est le banc? Non. On a John Conchar? Exactement, John Conchar. Oui, John Conchar, mais qui a pas mal joué, finalement, cette saison. Oui. On a un intérieur bondissant. Ah voilà, c'était ça, je me demandais, parce qu'il a été blessé quand? Brandon Clark? Exactement, Brandon Clark. Donc il a été blessé après, ok, d'accord. Ouais. Je me souvenais plus exactement. Ça doit pas être longtemps après, d'ailleurs, je pense. Bah ouais, parce que février... ouais, et le dernier, c'est... j'espère que toi, tu auras cette référence, je l'ai déjà fait, mais c'est tu sais, les gens qui, dans les concerts, viennent installer tout le matos. Oh putain, mais vraiment les... Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui vient pour installer le matériel audio et sur la scène et tout ça? En mode un régisseur? Non, pas exactement. Ou si tu veux, alors on avait aussi un Français qui s'appelait comme ça, qui a mis 40 points contre les Warriors en 2010, qui a plus jamais rien fait en NBA avec Dallas. Comment est-ce qu'il s'appelait, ce petit Français? Ah, mais en plus je l'ai sur le bout de la langue. Il s'appelle Beaubois, mais quel est son prénom? Ah voilà, Rodrigue. Et donc tac. Diminutif. Putain, j'ai rien. Le diminutif de Rodrigue, comment est-ce qu'il appelait les Américains? Rod, j'imagine. Comment? Rod, j'imagine. Ah, David Roddy? Exactement, David Roddy. Oh, putain. Oh, les rébus, ils sont velus. Ah, on est sur du capillotracté, là. C'est... Mais pas mal. Putain, t'as fait des liens logiques. Je suis admiratif. Je pensais que t'aurais les Roddy des concerts, les Roddy musicaux. Ah oui, ok, très bien. Maintenant, je l'ai. Dans ce sens-là, ça va beaucoup mieux. Comme tu l'avais pas, tu m'as forcé à prendre un chemin plus long David avec Roddy Beaubois. Ouais, non, mais pas mal. Pas mal. Les Américains n'arrivaient pas à prononcer Beaubois, ils y arrivaient tant bien que mal, mais du coup, Rodrigue, non. Rodrigue, c'était Roddy. Roddy Beaubois. Pas mal, n'empêche. Et du coup, David Roddy, d'accord, très bien. Ouais, très beau, très bel enchaînement de rébus, on appréciera. Plus que ma performance. J'aurais pu te dire c'est un frigo post 3, mais c'était moins marrant. Mais je pense que je l'aurais eu en vrai. C'était moins marrant, c'était plus marrant oui, non, c'est moins fun. de faire des jeux de mots ridicules. Bien sûr, faut tarabiscoter un peu la chose. Et donc on a fini, on a fait pas mal, on a une bonne émission, on a classé tout le monde. Donc je rappelle ça avant qu'on se quitte. On a du Jaren Jackson qui a été inséré à la 4e place entre Tatum et James Harden. On a Jamal Murray inséré à la 10e place entre Rudy Gobert et Bradley Beal. Zach Lavine encore une fois juste en dessous. Et on a Keegan Murray à la 36e place entre Westbrook et Bogdanovic. Et RJ Barrett, bon dernier pour l'instant, 40e de notre top 100, qui pour l'instant est qu'un top 40. Et donc voilà, merci beaucoup N5 d'être passé sur la syllabe pour y participer. Je suis très content d'être venu, d'avoir été invité. Merci à toi.
J'espère que Jamal Murray peut-être se verra un peu plus haut dans le classement par la suite. Je compte sur tous mes suivants pour vraiment honorer un champion NBA. Voilà. Oui, t'inquiète pas, je pense que Kevin Durant et Stephen Curry, on va les classer en dessous de Jamal Murray, je pense. Oui, je pense que ce sera totalement fair, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Et donc voilà notre classement qui se construit petit à petit. Comme d'habitude également, je vous invite à venir participer en votant ou en venant débattre sur notre Discord du Basket Lab. On vous attend là-bas si vous avez envie de discuter de ce classement. Et puis, de notre côté, pour la prochaine fois, nous allons rebasculer sur notre saga d'intersaison, le Crossover, avec le début d'une trilogie un peu particulière. Et cette trilogie, ça va être la trilogie Michael Jordan. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à N5 Clément d'être venu sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.